Oui, bon, bah ça va. À un moment, la musique, il faudra parler d'actualité un petit peu. Comment ça va? Bande de belles personnes, on est jeudi 23 mars, je crois, 2023. J'ai toujours du mal avec les années. Et je suis très heureux de lancer ce stream ce matin, après mon petit retour à la matinale de France Info ce matin. Vous m'avez manqué, j'étais en question pour un champion en enregistrement pendant pas mal de jours. Et du coup, j'ai pas pu streamer autant que je voulais. C'est reparti, on est bon, tranquille. Combien de semaines? 3 semaines au moins. Attendez, je vais choper l'agenda, bougez pas. Ne vous moquez pas, j'ai un agenda papier parce que moi j'aime bien les agendas papier, comme ça je les garde et après je les mets de côté et puis je les range et puis de temps en temps je les regarde, je me dis oh, c'est fou, tu faisais ça à cette époque, c'était incroyable. Voilà. Donc on est tranquille pour du stream combien de temps là? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah 3 semaines c'est tout. Ah, d'accord. Bon, enfin c'est déjà ça. Donc on va pas streamer. Comment ça? Ok boomer parce que j'ai un agenda papier, c'est fou ça. Donc on va pas streamer tous les jours mais presque. Voilà tous les jours, même presque, à partir de maintenant, pendant 3 semaines, on va dire, avec bien sûr l'hebdo Étienne tous les vendredis soirs, et puis une matinée Étienne dès qu'on peut. Comment ça, cette voix de fatigué? Mais non, je ne suis pas fatigué du tout. Tatouf Métouf, qui est un de nos viewers les plus fidèles qui est là. Pas du tout, c'est juste les petits pollens, vous savez, qui arrivent là en masse, il paraît. Et donc, du coup, ça fait un piqué un peu dans la gorge, et ça me donne cette voix de basse incroyable. J'ai 27 ans et j'ai un agenda papier, donc t'inquiète, me dit Krumaga. Merci beaucoup, ça me rassurait. Vous allez bien? Pile poil avant la manif, me disait quelqu'un au début de ce live dans les commentaires. Je l'ai fait exprès, bien sûr, de lancer ce stream juste avant ta manif, évidemment. Je vois que je ne suis pas tout seul à être concerné par les pollens, n'est-ce pas, monsieur Captain McBernick? Merci d'être avec nous, les modos sont là. Qui m'envoie des SMS alors je viens de lancer un stream? C'est mon amoureuse, donc c'est prioritaire. Que me dit mon amoureuse? Elle me dit quoi? Très gentil, voilà. Ah, c'est quand Étoile dans Question pour un champion? Que veux-tu que j'en sache, Bagwell et tout? C'est sa décision. Hein. En tout cas, on sera très heureux de le recevoir. Merci Auruk pour ce 19e mois à l'instant. Et un café pour la 12, c'est noté. Lupix, merci pour ce 8e mois d'abonnement. Très heureux de vous retrouver ce matin. Kamameni, merci pour ce Prime. On est ensemble, 2-3 heures là, facile. Prochain rendez-vous, parce que, évidemment, je suis un petit malin, j'ai bourré ma journée de rendez-vous dans tout Paris, alors que ça va être sans doute compliqué de circuler, je pense. Eh bien, c'est ça qui est drôle. Et donc, on est ensemble jusqu'à 13h15. Je me suis mis un petit réveil à 13h15, puisque je bouge à 13h15 pour réparer un ordinateur. J'ai une vie incroyable, c'est une vie passionnante, quoi. Évidemment qu'Étoile n'aura pas de passe-droit. Ah oui, jamais. Il faudra qu'Étoile passe les sélections comme tous les candidats, mais je m'inquiète pas trop pour lui, en vrai. Si Étoile vient sur Question pour un champion, tu es obligé de signaler que tu le connais. Arrêtez avec vos histoires compliquées. Olibus, en 7 ans de Question pour un champion, j'ai déjà joué avec des gens que je connaissais, avec des amis d'enfance parfois, qui m'ont fait la surprise. Et en vrai, aucun souci. Hein. Vous connaissez l'intégrité de votre serviteur et du service public, donc c'est pas parce que je vais jouer avec un ami d'enfance ou avec un ami comme Étoile qu'évidemment il va être favorisé. Donc ça m'est déjà arrivé de jouer avec des potes, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été favorisés du tout. Ils ont même perdu. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La différence, c'est que Étoile, il va gagner, évidemment. La question que moi je me pose, c'est combien de victoires d'affilée? C'est quand même un géant. Merci Nico Dritz pour ce Prime, merci X Gogol pour ce 2e mois d'abonnement. Et puis je vous lis un petit peu, et puis je vous lis vous, et puis on va lire quelques articles, quasiment 100% des articles ce matin sur cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui, et sur la prestation télévisée du président Macron hier sur cette même réforme des retraites. Donc beaucoup d'articles là-dessus, c'est un petit peu le centre des préoccupations quand même, notamment de tous ceux qui vont manifester et se mettre en grève aujourd'hui. Et puis je vous ai trouvé un autre article sur l'actualité du marché du jeu vidéo en France, dans les Échos, que j'ai trouvé plutôt intéressant, et je demanderai votre avis là-dessus. Donc avant de lire, pour vous, je vais vous lire dans le chat, prendre un petit peu de vos nouvelles. Nico Dritz, merci pour ce prime. Alors, lisons un petit peu. Mais lâchez-lui la grappe à ce pauvre Étoile, il viendra jouer quand il voudra jouer. Oh, c'est mignon. What, Cannibal Lecter? C'est ton birthday? Cannibal Lecter, meilleur endroit pour passer quelques minutes de son jour d'anniversaire. Bon anniversaire à toi. Et je vois un joli message.
Vivez tous votre meilleure journée, nous dit Cannibal Lecteur, connecté aux belles choses, reculez face à toutes les bêtises qui pullulent et ne méritent pas de vous affecter, belle personne que vous êtes. C'est magnifique. Cannibal Lecteur, bon anniversaire. Lumineux, joyeux et doux anniversaires. Victoire confirme impossible de circuler ce matin avec les transports en tout cas. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Quand reviens-tu? Question très importante de Max Lalaise. Animer la matinale de France Info. Eh bien, ce matin, j'y étais. Voilà, je me suis absenté un petit peu. Le temps de faire le plein d'énergie. Mais je suis de retour depuis ce matin. Je l'étais ce matin dans la matinale de France Info. Le réveil a sonné à 2h du matin comme d'habitude. Arrivé 3h. Au boulot, même un petit peu plus tôt, comme en témoigne d'ailleurs la photo que j'ai postée sur Twitter à mon arrivée au travail ce matin, histoire de me la raconter un peu. Allons voir le compte Twitter de Papy Sam. Ici c'est vide, ici c'est Google, ici c'est Twitter. Regardez, magnifique. Regardez comme c'est beau ça. C'est beau, c'est pas beau. Ça c'est la petite photo que j'ai prise en arrivant. J'étais le premier. J'étais un peu tombé du lit, j'étais le premier. Voilà, il y a l'heure un peu partout. 12h55 à Nouméa, 3h55 à Pékin, 4h55 à Moscou. 1h55 c'est le temps universel, 22h55 à Rio, 21h55 à New York et donc 2h55 à Paris. Les écrans étaient encore éteints. Voilà, là on est dans une partie de la rédaction de France Info. Ouais, bonne tête quand même pour un gars qui s'est levé à 2h. Hein, regardez, allez. Hein. Et puis pas maquillé, rien du tout, hein, pas de filtre. Voilà, bon, je me suis pas mal reposé ces derniers jours. J'ai fait des énormes nuits. Des nuits de 4h, des nuits de 5h, des nuits de 6h, des nuits de 7h de dinguerie quoi. Bon là c'est plutôt, j'ai dormi quoi, 3 heures là, 3 heures. Ça durera ce que ça durera. Voilà, mais en vrai elle est plutôt cool cette photo. C'était un peu pour me la raconter ce matin. Ah, je me couche à quelle heure en me levant si tôt? Bah Christiane, vers je sais pas moi, en général c'est 22h quoi, 23h je dors en général, j'arrive à dormir 3 heures avant. Quand j'ai de la chance j'arrive à faire une petite sieste dans l'après-midi, mais ça n'est pas souvent. Aujourd'hui je vais passer ma journée en rendez-vous par exemple. Allez, je vous lis un petit peu et on démarre cette revue de presse, cette matinée Étienne. J'aimerais bien une matinale comme Sam en Suisse, me dit Olivier. Ah bah tiens, il paraît que c'est bien la Suisse. Je connais très très peu. Ma seule expérience de la Suisse, c'est une station-service. Je faisais la route vers la montagne, je crois, et puis on roulait côté suisse et je me suis arrêté dans une station-service. C'est la seule fois que je me suis arrêté sur le sol suisse. C'était très très court. Le pompiste était très sympa. Je me suis dit, tiens, voilà un pays sympathique. Je vais revenir en Suisse. Vous voyez, mon expérience de la Suisse est très très poussée. Je vois plein de joyeux anniversaires à Cannibal Lecteur et ça c'est cool. Cannibal Lecteur, je salue les modos qui sont là ce matin. Anonyme 31, Captain McBurney, Francis, comment vas-tu Francis? Gugo 73, Jules est là, Jules 18, MMG7F. Et l'ami Nightbot, bien sûr. Merci Kerrybox pour ce 19e mois d'abonnement. Drante, merci pour ce 2e mois d'abonnement. On t'envoie plein de force, Catch Me If You Can, qui veut juste partager avec nous sa fierté. Et tu as raison de se lever depuis 3 semaines après une grosse période de dépression où je voyais que très peu le matin, on t'envoie plein de force, Catch Me If You Can. Voilà. Dans la vie, parfois, on traverse parfois des moments un peu difficiles. Si on peut t'envoyer de la force, eh bien on va participer à ça, quoi. En tout cas, plein de force à toi. Pas de banque en Suisse? Non, Valentina, moi j'aime dormir sur mes 2 oreilles, et hélas, pas assez sur mes 2 horaires. Et donc, non, j'aime avoir l'esprit tranquille, donc on déclare tout au fisc, au centime près, on paye un peu plus, mais au moins on dort bien, et donc pas de compte en Suisse. Ouais. Clean, nickel, de ce côté-là en tout cas. Bonjour Samuel, me dit Ewian35 d'un collège de France 3 Région qui va bientôt lancer quelques projets journalisme en streaming. J'ai envie de dire bravo Ewian35, c'est cool ça. Captain Lotan, tu n'as pas peur d'abîmer ta santé en dormant si peu? Si, c'est une vraie question, quoi. C'est un vrai débat que j'ai dans ma tête tout le temps. Est-ce que voilà, ça fait 7 ans que ça dure, de petits matins, voilà. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il faut le faire longtemps, arrêter, faire une pause? Je sais pas. C'est un débat, hein. Je n'ignore pas les études scientifiques qui disent que le peu de sommeil et le sommeil décalé, c'est pas le meilleur truc qui soit pour la santé. Ça tient, tout va bien. Gros danseur, merci beaucoup pour ce 13e mois d'abonnement. Allez, je lis encore 1 ou 2 messages, et puis j'aimerais qu'on parle de Jean Massier aussi pour féliciter ce GOAT qui vient de tout casser sur Twitch là, avec tout ce qu'il a fait autour de la réforme des retraites.
Je trouve que c'est un super travail. Vous savez, je suis assez fan de Jean, qui sera d'ailleurs vendredi à la maison dans l'hebdo Étienne. Parlons-en d'ailleurs de Jean. Hein, c'est quand même incroyable. Jean. Hein. Alors il a fait deux choses. Donc il a fait hier, il a streamé, puisqu'il avait acquis les droits auprès des coproducteurs qui étaient TF1 et France 2, les droits de l'interview télévisée du président Macron. Donc moi, c'est sur sa chaîne que je l'ai vu. J'étais à Question pour un champion d'enregistrement. Voilà. Et c'était un super travail de décryptage, bien sûr. Quoi. Donc, énormément de monde hier, mais c'est sur un stream précédent, hein, où il a vraiment tout cassé. À quelle occasion, il y a quelques jours, là, il a fait un stream où il y avait 90 000 personnes, hein, en pic. C'était quoi déjà? À quelle occasion il a fait ça? Oui, oui, bien sûr, le vote de la motion de censure en direct à l'Assemblée. Énorme, énorme. Comme le dit le laisser-passer, c'est ça? Ouais, A38, le travail de Jean Massier est d'utilité publique. Mais carrément, ouais, super travail. Non, pas Jean Messia, non, Jean Massier. Jean Massier, bien sûr. Ouais, 90, 100 cas, en tout cas, c'était énorme, quoi. Jean que vous retrouvez vendredi à la maison, le GOAT Jean avec 3 autres invités, puisque dans l'hebdo Étienne, vous le savez, j'étais plutôt sur 3 invités depuis le début de la saison. On a lancé l'émission fin août, début septembre. Et puis je me dis que 4, c'est sympa aussi. Voilà. Donc, et puis parfois, quand il y a 4 et qu'il y en a un au dernier moment qui a un souci, c'est bien pratique. Du coup, on est 3. C'est ce qui est arrivé la semaine dernière, puisque Rémi Buzine, qui est à droite, le journaliste de Brut, était invité. Et puis il était sur le terrain, il était en pleine manif vendredi soir, donc il n'a pas pu venir à la maison. Du coup, on s'est retrouvé à 3. Voici, bande de belles personnes, l'affiche de l'émission de vendredi. Il y a Philou qui écrit: est-ce que tu sais qui sera absent cette semaine? Bah, peut-être Rémi s'il sera encore sur le terrain. Dis donc mon Rémi, hein, t'as intérêt à venir cette fois à la maison, ou alors tu nous feras un direct dans l'émission, quoi, c'est pas possible. Donc, regardez le beau plateau de vendredi soir 20h. Rémi Buzine, donc je le recale. Salomé Saké, la journaliste que j'aime beaucoup, qui est déjà venue à la maison et qui revient. Et j'en suis très content. L'ami Rivenzi, le streamer, et bien sûr Jean Massier, quoi. Oui, vous me signalez la vidéo de Rémi avec les policiers qui essaient de l'interpeller. On en parlera, bien sûr. Voilà, donc belle affiche, je crois. Vendredi, j'espère que tout le monde sera là. Voilà, mais sachez en tout cas que on part maintenant plutôt vers 4 invités. Ça fait plus de monde, ça fait plus de regards, ça fait plus d'échanges. Et puis quand il y en a un qui peut pas venir, eh ben on est un nombre sympa quand même. Voilà. Ah non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font les blagues. Jean Massier, mais Massier quoi exactement? Ah, c'est pas possible. C'est possible ça? En 2023, c'est Jean Massier, mais Massier quoi? Du bois, du... Oula. Voilà. Bon, on va se régaler en tout cas. Voilà, ça c'est... Je m'assieds où? Ok, vous êtes très en forme, d'accord. J'arrête de parler de gens parce que vous êtes vraiment très chaud. Bravo. Respect. Ok, c'est parti. Non, ok. J'ai pas pu empêcher ce déferlement de blagues nulles. On y va. Jean Massier les pattes. Le vif du sujet. Jean Massier sous le pied. Vous en avez d'autres? Jean Massier à la table. Ok. Jean Massier où? Ok, d'accord. Si vous n'aimez pas l'humour, n'en dégoûtez pas les autres, nous dit Silas Castrelli. Je valide. Est-ce que tu as mal au dos, Samuel? Je t'ai trouvé un peu contracté à la TV ce matin. Non, en vrai, ça va. Peut-être qu'à l'antenne, peut-être qu'à la télé, je me tiens un petit peu droit comme ça, un petit peu. Qu'à la maison, je suis un petit peu plus cool. Mais peut-être, non, ça va. Globalement, de ce côté-là, ça va en tout cas. Hugo Décrypte sera intéressant dans l'hebdo Étienne, me dit Don Adriel. On l'a reçu, Hugo. Il est venu à la maison. Mais si tu veux, je peux le réinviter. Salomé a sorti un livre très intéressant sur la jeunesse, nous dit David. Le livre, tu l'as peut-être acheté, David, et je l'ai à la maison. Il vient de sortir, on en parlera bien sûr avec Salomé. Tiens, en fait, puisque je vous tiens, vendredi, évidemment, avec tous nos invités, on va parler de la réforme des retraites, du 49.3, de l'interview du président Macron. Ça s'impose. Bon, et puis nos 4 invités, là, ça va les intéresser. Vous voulez parler de quoi d'autre? Rapidement, là. Vous avez des idées ou pas? Moi, je me suis mis 2-3 idées de côté, mais je voulais un petit peu les confronter aux vôtres. Vous voulez qu'on parle de quoi vendredi? Des Jeux Olympiques avec Rive? Alors, Rive, c'est un passionné de sport. Ouais, pourquoi pas, tiens, ouais. Mais alors, ouais, c'est vrai que qu'à la dernière fois, je voulais parler des Jeux. Ok. Les violences policières, donc la manière dont
euh, les forces de l'ordre gèrent ce conflit et les manifestations, ça c'est noté, ça je me le suis noté. Pour moi c'est un deuxième volet, c'est un volet à part effectivement. Donc ça je l'ai noté, je reprends mes notes d'ailleurs parce que je prends des petites notes. Comme il y avait Salomé et qu'elle est très concernée par toutes les questions d'environnement, tout ce qu'a expliqué le GIEC en début de semaine sur la synthèse des travaux des experts sur le climat et sur le fait qu'on pouvait encore, bah tiens, Noctua en parle, du rapport du GIEC, je vois Romu Legossu qui en parle aussi, on va en parler aussi, ça nous fait déjà 3 thèmes. Hein, le rapport du GIEC qui nous dit en gros c'est pas foutu, on peut agir, il faut se presser certes, mais il faut pas céder au catastrophisme, et on peut encore faire des choses. Donc ça fait déjà 3 sujets. Donc certains me proposent un peu de sport parce qu'il arrive, c'est pas con. Donc je me note par exemple les JO. Voilà. Comme ça, vendredi je vais arriver avec des super sujets et ce sera grâce à vous, et je vais encore me la raconter en disant ah là, j'ai eu des super idées de sujets. En fait ce sera juste vos idées que j'ai piquées comme je fais tout le temps. Le climat, le GIEC, ok, on a les mêmes bonnes idées, ok. Le discours de Manu, comme tu dis Quentin, c'est prévu aussi, bien sûr. Le bac, ouais, la réforme du bac, La Roche-Média, j'y ai pensé effectivement. Ouais, ouais, ouais. Le rugby, alors c'est un peu loin de revenir sur le tournoi Destination, et c'est un peu tôt pour la Coupe du Monde de rugby, même si l'ami Rive serait intéressé par tout ça. Le burn-out des influenceurs, Cédric, on en a déjà parlé récemment dans l'émission. Je vous lis. Le GIEC c'est validé. Il vient quand Inox? Ah, faut que je le relance, Inox. Ouais, il va venir à la maison bientôt, faut qu'on cale une date. Le bac, le rugby. Ouais. Un peu de droit constitue, comment changer la constitution. Par exemple, nous dit Komugi, on va en parler ce matin. Tiens, je vous ai trouvé un article vachement intéressant sur la nécessaire évolution de la constitution et de la 5ème République. Ouais, la crise cardiaque du lycéen pendant le bac, j'ai vu ça à l'outre de Sable, j'ai vu, c'est affreux cette histoire. Je l'ai vu cette histoire. Le capitanat de Mbappé, avec l'histoire Griezmann, La Roche-Média. On sent le passionné ou la passionnée de foot. Rive, ça va l'intéresser. Je ne sais pas si Salomé, Rémi et Jean vont vouloir partir là-dessus. Sachez que les thèmes, je les présente à mes invités, bien sûr, puis je les fais valider parce que c'est un choix qu'on fait ensemble, quoi. Olivier Dubois, j'aimerais tellement recevoir Olivier Dubois. Je suis tellement content que cette prise d'otage soit terminée. Ouais. Mais alors l'idéal serait de l'amener à la maison, quoi. Faut qu'il réponde à vos questions, ce serait fou, quoi. La jeunesse française par rapport au livre de Salomé Saké. T'as raison, MMG, en fait. En fait, ça devrait être un sujet à part entière, ça, la jeunesse française. On partirait du livre. Voilà. Et demander à nos invités ce qu'ils en pensent. Jeunesse française. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis c'est jeune tout ça. Salomé, elle est jeune. Rivenzi, il est jeune. Rémi Buzine, il est jeune. Jean Massier, il est jeune. Samuel Etienne. Donc vous voyez, il y a quelques personnes qui sont concernées quand même. Merci Christopher Lee qui lance son raid du matin sur notre chaîne. Christopher Lee qui est venu jouer à Question pour un champion il n'y a pas longtemps. En vrai de vrai. Sur le plateau, on s'est rencontrés. Voilà. Candidat et donc streamer. Ouais, je sais. David, ouais, cette histoire autour d'Alexandre Goujon, elle est très forte, très forte. Le livre des Zemmour, non, ça va aller, Éloi. Non, ça va aller. Non, le livre de Zemmour, ça va aller. On va plutôt parler du livre de Salomé Saké sur la jeunesse française. Hein? Ouais. Vous m'avez donné de bonnes idées là en fait. Partir un petit peu sur le sport ou faire un spécial focus sur la jeunesse française. En vrai, super bonne idée. J'ai envie de vous applaudir. Et je le fais. Hop. Merci Navrae pour ce 9e mois d'abonnement. Merci encore Christopher Lee 2000 pour le raid. The Voyageur, merci pour le 15e mois d'abonnement. Dams 1412, merci beaucoup pour le 13e mois d'abonnement. Soutien aux grévistes, dis-tu dans le chat, je te vois. Valentina TV, merci pour le 3e mois d'abonnement. SGD 246, les habitués sont là, merci pour le 8e mois d'abonnement. Acidez TV, j'espère que je prononce bien, merci pour le... Oh, c'est énorme. 19e mois d'abonnement, on ne peut pas être abonné depuis plus longtemps que ça sur cette chaîne. C'est à 19 mois je lançais les subs. Merci beaucoup de ce soutien. Merci, c'est grâce à vous que je peux passer du temps ici et je l'espère à partir notamment de la rentrée. Mais il ne faut pas le dire, c'est un secret. De plus en plus de temps ici. Bon, eh ben, on va commencer à lire les journaux. Vous en pensez quoi? On y va? Chris nous dit, oh, encore en retard, les notifs Twitch, quelle galère. Tu n'es pas en retard, on s'est juste fait des
des bonjours, des salam alek, et on n'a même pas fait le sommaire. Allez, j'ai un let's go. Donc, si j'ai un let's go, alors on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ce matin à la une de vos journaux ? Quasiment toutes les unes. Il y a Rocco Siffredo qui vient de balancer son 12e mois d'abonnement. Je vous fais un petit sommaire de 10 minutes. Pour ceux qui ne peuvent pas rester 2-3 heures avec nous, quasiment toutes les unes sont consacrées soit à l'intervention du président Macron hier pour défendre sa réforme des retraites, soit à la 9e journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Le grand tisonnier. C'est la une de Libération, vous le voyez. La photo, voilà, c'est un choix éditorial de choisir. Il y a eu 35 minutes d'interview, ils ont choisi cette photo. Bah voilà. Alors le grand tisonnier, c'est pas le grand timonier, petit jeu de mots de Libération. Pourquoi le grand tisonnier ? Parce que donc les tisons, le feu. Libération trouve que le chef de l'État hier a joué avec le feu. En critiquant notamment les syndicats. À la veille d'une 9e journée de mobilisation. Donc Libération dit, s'il avait voulu mettre de l'huile sur le feu, pompier pyromane dit incognito dans le chat, il n'aurait pas fait autrement. C'est exactement ce que disait un responsable de la CGT qui était notre invité ce matin dans le journal de 7h. Donc on lira ça. On commencera par Libé qui nous rappelle que en gros le président Macron, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview hier, a assumé, a dit voilà, moi j'assume cette réforme, il faut la faire. Bien sûr que c'est une référence au grand timonier, bien sûr. C'est une petite blague, le grand timonier, Mao, bien sûr. Je pense que tout le monde a la ref. Le grand timonier, on va aller peut-être que tout le monde n'a pas la ref d'ailleurs. Ok. Le grand timonier, donc je crois que ça renvoie à Mao Tse-tung. Voilà, c'était du surnom de Mao Tse-tung. Pourquoi d'ailleurs, tiens, j'ai pas forcément l'info moi. C'est quoi un timonier à la base d'ailleurs ? Le mot timonier, dont l'origine n'est pas précise, est principalement dédié à la navigation maritime. Il désigne essentiellement, ça y est, on a trouvé un petit article sympa, un marin diplômé dans le maniement des appareils de navigation d'un bâtiment de guerre. C'est celui qui dirige en fait. Voilà. Et c'est celui qui tient la barre aussi. Et dans cette acception d'ailleurs, du mot timonier, eh bien, on fait référence à Mao Tse-tung qui était surnommé le grand timonier, le marin qui tient la barre. À l'époque, il était aux commandes de la nation chinoise. Donc, pour ceux qui n'avaient pas la ref, vous comprenez maintenant le petit jeu de mots. Ce n'est pas le grand timonier, c'est pas celui qui tient la barre pour Libération, c'est plutôt le grand tisonnier, c'est celui qui agite les tisons, voilà, et ravive la flamme du feu, en l'occurrence du feu social. Donc Libération nous rappelle qu'on a entendu hier, vu, merci Frandoïd Live pour ce très gentil raid, merci à ceux qui nous rejoignent, on est au début du sommaire, qu'on a un président Macron qui est droit dans ses bottes, voilà, et qui est persuadé d'avoir raison, et qui est prêt à endosser l'impopularité liée à ça, quoi. Donc on va se pencher là-dessus. On regardera le regard de Libération, le regard du Parisien là-dessus, également consacré à cette intervention, vous le voyez, regardez, vous voyez Macron prêt à endosser l'impopularité, il y a des choses assez intéressantes là-dessus dans vos journaux ce matin. Vous voyez une image de deux journalistes hier qui ont interviewé le chef de l'État. On se penchera, ça me semble essentiel, sur les manifestations et sur la manière dont les forces de l'ordre ont parfois de gérer les manifestations, et notamment les manifestations sauvages. Alors ce qui est intéressant, c'est que les journaux ne portent pas le même regard là-dessus. Le regard du Parisien, par exemple, n'est pas celui que porte Le Monde. Voilà, donc on lira ces différents articles. Voilà. Le Parisien, j'ai eu le sentiment que le Parisien donnait plutôt la version des forces de l'ordre. Des forces de l'ordre, des policiers, avec d'ailleurs des policiers interrogés par le Parisien sur leur regard sur ces manifs. Le Monde est plutôt allé du côté des manifestants, notamment ceux qui n'avaient rien fait, et qui se sont retrouvés dans des NAS ou en garde à vue pendant genre 24 heures, et puis ça a été libéré sans qu'aucune charge a été retenue contre eux, donc c'est intéressant. Quelqu'un me dit, tout qu'en carton, qu'il préfère le terme de manifestation spontanée plus que sauvage. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce choix de terme par le Parisien. Petit horoscope tout à l'heure. Pour se reposer un petit peu, le Figaro estime qu'il y a un duel
qui n'a pas commencé hier, mais qui se poursuit entre le président Macron et les syndicats, duel à distance, avec une nouvelle étape aujourd'hui, qui est cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La question étant de savoir, merci pour tous les subs qui arrivent, je vais vous remercier, combien de gens dans la rue aujourd'hui, combien de manifestants, combien de grévistes aussi. Ce sera un test pour savoir si, comme l'espère le président Macron, eh bien le conflit va pourrir, va mourir et on va passer à autre chose, ou si au contraire il va se durcir. Et du coup, les chiffres d'aujourd'hui sont très importants, bien sûr. Je remercie Nico Loco pour le 4e mois d'abonnement. Merci Natou221 pour le 14e mois d'abonnement. Merci Nitli pour le Prime. Merci Electrib45 pour le 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup de ce soutien depuis longtemps. Karios dit... Karos, pardon, j'imagine qu'on t'a dû te poser la question plein de fois, mais comment te positionnes-tu par rapport à la réforme, Samuel? Alors j'en ai parlé plein de fois déjà, je ne vais pas le résumer ici, le répéter, mais vous verrez qu'au travers de cette revue de presse, de temps en temps, je vous donnerai mon avis, en vous disant bien que ce n'est que mon avis, que ce n'est pas de l'actualité, et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Hop, continue. La Croix a continué, mais comment? Alors ça, c'est le souhait. C'est le rêve du chef de l'État, c'est de passer à la suite. Voilà. La réforme est adoptée par 49.3, alors évidemment les manifestants espèrent que c'est pas parce que la réforme a été adoptée par 49.3 qu'elle ne peut pas être retirée, ça s'est déjà vu dans l'histoire de notre pays. Le président Macron espère bien lui que c'est terminé, donc il faut continuer, qu'il faut penser à l'après réforme des retraites, continuer mais autrement. Surtout comment? Avec quelle majorité? Avec une majorité plus jamais fragilisée, avec des appuis, des alliés que le président Macron n'arrive pas à trouver, notamment à droite. Pour quel texte? Pour quelle réforme? Voilà. Est-ce qu'il est condamné à l'immobilisme jusqu'à la fin de son quinquennat? Toutes ces questions évoquées ici dans La Croix. Macron maintient tout, on lira l'opinion aussi. Nicolas Bétou, le patron de ce journal assez libéral, a été assez déçu par l'intervention du président, une intervention à minima, on lira ça, je vais un petit peu vite parce que c'est le sommaire, la une des Échos sur Macron qui tente de reprendre la main, tente, le mot est important parce que pour l'instant, la plupart des observateurs, des éditorialistes s'accordent à dire que la tentative n'est pas réussie. Et puis, pour finir sur autre chose, un petit point sur le marché français du jeu vidéo. Le journal Les Échos est un des journaux qui s'intéresse le plus aux questions du numérique et du jeu vidéo. Donc on a un petit point assez intéressant, ce qui me permettra d'échanger avec vous et que vous me disiez ce que vous pensez, notamment de tous les jeux qui sont évoqués ici et des chiffres mis en avant. Donc on parle du marché français du jeu vidéo. Et puis vous avez vu que je vous ai mis Le Monde aussi de côté. Le Monde qu'on ira chercher pour deux choses, sur une question qui est essentielle. Comment sortir de cette, pas seulement crise sociale, mais de cette crise politique qui dure, pas depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais depuis bien plus longtemps. Un fossé grandissant entre citoyens et politiques, entre élus et électeurs, avec un nombre d'électeurs qui ne cesse de diminuer, un taux d'abstention qui grandit à chaque élection. Notre système politique est malade, notre démocratie est malade. Comment on peut essayer de corriger, de réparer ça? Voilà. Est-ce que ça passe notamment par une réforme de la Constitution? Eh bien, Le Monde se penche sur cette question et sur celle, vous verrez, du comportement des forces de l'ordre pendant les manifestations, notamment les manifestations improvisées, les manifestations nocturnes. Le Monde nous rappelle ces interminables gardes à vue de la nuit du 16 avec plusieurs personnes interpellées, place de la Concorde à Paris, qui témoignent pour Le Monde, qui ont été arrêtées selon elles alors qu'elles n'avaient rien fait. D'ailleurs, elles ont été libérées sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elles. Voilà pour le petit sommaire. Vous avez un petit aperçu. Vous n'avez pas tout. Maintenant, on va prendre le temps de lire tout ça, de regarder les informations, de les vérifier parfois, d'échanger ensemble. Mais vous avez l'essentiel de l'actu. Il y a Sefre qui arrive et qui dit « Ouf, je n'ai raté que le sommaire ». Ouais, exactement. Je remercie. Merci à tous pour ces soutiens. Je remercie Pauline pour ce 3e mois d'abonnement. C'est gentil. Et bon congé mat. Merci Déborah Lane pour ce 12e mois d'abonnement. Donc 12 ans ou 12 mois à ton fils? Alors 12 mois peut-être. Félicitations. Lolo de Roseau, il y a plein de jeunes mamans alors dans le chat, c'est cool. Lolo de Roseau, merci pour ce prime. Nico Loco, merci pour ce 4e mois d'abonnement. Natou221, merci pour ce 14e mois. Nitli, waouh, merci Eden. Nitli, merci pour ce prime.
Krayak, merci pour ce Prime. Et Eden, Hugo. Eden Blaster vient d'offrir 10 abonnements à la commu. Merci pour nous. Merci pour tout, c'est gentil. Merci beaucoup Eden, c'est gentil. Allez. On lit tout ça. C'est parti, hein, on est sur un bon rythme. 34 minutes, on s'est dit bonjour, on a fait un sommaire, on a rarement été aussi rapide. Allez, c'est parti. Allez, je me recale sur Libération parce que je vous propose de commencer par Libération ce matin. Allez, si j'arrive à retrouver l'utilisation de ma tablette et de mes doigts, je crois qu'on y est. Allez, c'est parti. Boum. Donc, le grand tisonnier, titre Libération. On est allé voir l'explication du jeu de mots tout à l'heure. Clin d'œil au grand timonier, celui qui tenait la barre, qui était Mao Tse-tung, le patron de la Chine communiste. Et Libération qui estime que le président Macron aujourd'hui en France est moins un timonier, celui qui tient la barre du pays, que le grand tisonnier, celui qui remue les braises du feu, qui met de l'huile un petit peu sur le feu. Je lis, il aurait dû chercher à apaiser, il a jeté de l'huile sur le feu en critiquant les syndicats à la veille d'une journée de mobilisation majeure ce jeudi, c'est aujourd'hui. Le président, lors de son entretien télé, a pris le risque d'aggraver la crise. Piège, c'est l'édito de Paul Quignot, j'en lis quelques mots. Plus étonnant est le choix fait par Macron de taper sur les syndicats, qui selon lui n'auraient fait aucune proposition de compromis. Laurent Berger était en colère, me dit Mister Yugi, je crois même que sur Twitter, Laurent Berger, le patron de la CFDT, a parlé de mensonges. Dans mon souvenir, j'avais eu le sentiment que les syndicats, dans les articles que j'ai lus, avaient fait des contre-propositions à cette réforme. Je crois que la CFDT, par exemple, avait demandé bien que soit plutôt augmenter les cotisations. Les cotisations retraite salariales et patronales, plutôt que de faire travailler les gens plus longtemps. Et manifestement, le président Macron n'a pas entendu ces contre-propositions et a accusé, moi j'ai entendu ces mots effectivement, les syndicats de n'avoir fait aucune contre-proposition. Ça a mis notamment en colère effectivement Laurent Berger. Tactique du bâton, dangereuse, écrit Libération, alors que se tient aujourd'hui la 9e journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Il aurait voulu jouer au grand tisonnier qu'il ne s'en serait pas pris autrement. Macron, c'est encore plus surprenant, dans la foulée, hier midi, tendait la main aux syndicats pour les inviter à discuter dans quelques semaines de différents thèmes. On est dans l'après, réforme des retraites, l'usure professionnelle, fin de carrière ou encore la question des rémunérations. Est-ce que les syndicats, malmenés, vont avoir envie de tendre la main à leur tour au président pour échanger sur tous ces sujets dans les prochaines semaines? On me rappelle que Laurent Berger, le patron de la CFDT, est l'invité ce soir de Backseat, à ne pas manquer, chez l'ami Jean Massier. Effectivement, vous avez bien raison de me le rappeler. Barbecue écrit dans le chat, moi je suis désolé, mais cette réforme elle est nécessaire pour notre futur. C'est la conviction du président Macron d'ailleurs. On va l'évoquer dans les articles qu'on va lire ce matin, on va rappeler ses arguments. Lisons l'article de Libération. Macron en marche forcée, en marche. Libération, ils aiment bien faire des petits jeux de mots, en marche. Dans un contexte tendu depuis l'utilisation du 49.3 et à la veille de cette 9e journée de mobilisation, le président de la République a surtout assumé ses récents choix lors de son intervention télévisée de mercredi. La plupart des journaux ce matin disent qu'il n'y a pas eu d'annonce hier. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. Quasiment tous les journaux le disent, quelle que soit leur sensibilité. Il a réaffirmé. Il a réaffirmé ses convictions. Voilà. Anti-despote, merci pour ce prime. Le président n'a trouvé qu'une petite erreur, écrit Libération, a confessé à TF1 et France 2, et un petit peu à Jean Massier, hier midi, ne pas réussir à convaincre. Il reconnaît qu'il n'a pas réussi à convaincre. Bon. Pour sa première intervention après le passage en force de son gouvernement à l'Assemblée, il a davantage jeté de l'huile sur la mobilisation que cherché à apaiser la colère de la rue. S'il salue l'esprit de responsabilité des syndicats et de leurs manifestations sans violence, c'est vrai que les défilés, les grandes manifestations se sont passées dans de bonnes conditions, c'est pour mieux les fâcher en les accusant de n'avoir fait aucune proposition de compromis sur le financement des retraites. Quant aux manifestations spontanées, on a vu tout à l'heure que le Parisien parlait de manifestations sauvages. Libération préfère parler de manifestations spontanées, le choix des mots n'est pas innocent.
Quant aux manifestations spontanées, émaillées de tensions avec les forces de l'ordre, le chef de l'État les compare sans nuance aux invasions du Capitole aux États-Unis. Vous vous souvenez quand des hordes de soutien à Donald Trump avaient envahi le Capitole? Le président Macron a fait un parallèle entre les deux situations, bon, hasardeux selon Libération, ou encore l'assaut contre le palais présidentiel au Brésil, par des émeutiers complotistes et d'extrême droite. Voilà. Le président Macron a fait un parallèle entre tout ça hier. On ne peut ni accepter ni les factieux ni les factions, a-t-il déclaré hier. Au public des journaux de la mi-journée, en moyenne 59 ans pour TF1 et 63 ans pour France 2, le chef de l'État a susurré le refrain de l'ordre républicain, estime Libération. On fera en sorte, je cite le président, qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité, rassure-t-il en défendant les réquisitions décidées par le gouvernement dans les dépôts pétroliers ou chez les éboueurs. Sarkozy sur la forme, Fillon sur le fond, Pasqua sur le maintien de l'ordre, a notamment critiqué le président des députés socialistes Boris Vallaud. Le président Macron qui déclare on fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre, il est dans l'après. Il est dans l'après. Il est dans le souhait, alors la conviction, je ne sais pas, mais dans l'espoir que c'est fini, que la réforme elle a été adoptée, 49.3, et donc qu'on passe à autre chose, et que la rue va se fatiguer, et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Donc, Libération estime que les mots tenus hier dans le 13h de TF1 et de France 2, c'est pour parler justement à cette France qui, aujourd'hui, privilégierait plutôt le retour à la normale, le retour à la sécurité, le retour aux poubelles ramassées, plutôt qu'à la France qui est contre la réforme des retraites. Voilà, ça c'est la partie que joue a priori le chef de l'État, quoi. En tout cas, c'est l'analyse de Libération. Ni dissolution, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énormes annonces hier, hein. Pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum pour tenter de résoudre la crise, ni cela va sans dire retrait de la réforme des retraites, puisque à aucun moment le chef de l'État ne laisse entrevoir l'idée qu'il pourrait reculer, hein. En même temps c'est normal, sous réserve de la validation par le Conseil constitutionnel, une réforme qui devrait toujours être appliquée au 1er septembre. Sous réserve de la validation par le Conseil constitutionnel, parce que vous savez que le Conseil constitutionnel a été saisi par l'opposition, mais par le gouvernement aussi, pour valider cette réforme. Alors, suspense, est-ce que ce qui est quasiment impossible, est-ce que l'ensemble de la réforme pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel ou une partie, par exemple sur l'emploi des seniors, ce qui obligerait en fait, non pas... Pardon, c'est les pollens. Non pas à revenir sur l'ensemble du texte, mais tout simplement à sortir la petite partie problématique et de faire un vote spécifique. Est-ce que les sages, ils sont 9 du constitutionnel, vont censurer partiellement ou totalement cette réforme des retraites? Ça, on le saura normalement d'ici 3 semaines, quoi. Moi, je crois assez peu, en fait, à ce que, comment dire, le recul ou le retrait du texte vienne du Conseil constitutionnel. On peut être surpris, mais je crois que la seule chose qui pourrait faire reculer l'exécutif là-dessus, c'est une éventuelle mobilisation dure et longue de la rue, quoi. Je ne pense pas que ça vienne du Conseil constitutionnel, mais je peux me tromper. Une fois expédié sa concession sur un défaut de pédagogie, le président Macron reconnaît qu'il n'a peut-être pas super expliqué la réforme. Il s'est livré à un long plaidoyer pro domo en latin, pour sa maison, hein, pour ses convictions, forcément désintéressé, puisque, il l'a rappelé, il ne peut pas être constitutionnellement réélu. Donc il dit je fais pas ça pour ma pomme, hein, c'est le propos qu'il tenait hier. Je fais pas ça pour ma pomme, je fais pas ça pour être réélu. Donc croyez-moi, croyez en ma sincérité. C'était un peu le discours qu'il tenait hier midi. Il a choisi donc l'intérêt général du pays plutôt que le sondage de court terme, et veut bien, pour le redressement financier du système des retraites, endosser l'impopularité. Voilà, donc c'est un peu la posture du président Macron de dire moi je suis persuadé, je pense que c'est la bonne solution pour notre système de retraite, et même si ça ne plaît pas à une majorité des Français, puisque manifestement il le sait, il le constate, eh bien j'endosse l'impopularité par rapport à cette position. De toute façon, je ne peux pas être réélu, donc voilà, je le fais pour votre bien,
Et un peu malgré vous, c'est la position aujourd'hui du président Macron. Donc Libération nous explique tout ça. Que dit-il encore ? Seul clairvoyant, confronté à cette tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité, je traduis, voilà, on fait les autruches, on fait les taupes, on se cache les problèmes, voilà, on ne veut pas prendre les décisions qui fâchent. Moi, je sais, voilà, et moi, j'ai le courage de prendre ces décisions, même si elles sont impopulaires. Seul raisonnable, donc, face à un front social et politique qui ne l'a, ironise-t-il, pas concurrencé sur le sens des responsabilités. Moi, j'ai proposé des choses, dit-il en substance, les autres non, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque les syndicats avaient des propositions alternatives pour la réforme des retraites. Jules Architecte, merci beaucoup pour ce 2e mois d'abonnement. La Faboune, merci beaucoup pour ce 6e mois. Alors, les syndicats un petit peu renvoyés dans les cordes par le président Macron, qui affirment qu'ils n'ont rien proposé. Et pourtant, et ça c'est un paradoxe, c'est avec ces mêmes syndicats que le président Macron veut renouer. Les partenaires sociaux qui sont priés de revenir à la table de négociation, alors pas pour parler de la réforme des retraites, mais pour parler de l'usure professionnelle des travailleurs, de première ligne, des évolutions de carrière, le président qui ouvre la porte à une contribution exceptionnelle des grandes entreprises dégageant des bénéfices exceptionnels. Alors donc, n'attendez pas une super taxe sur les super profits, parce que ça, le président ne veut pas entendre parler, mais il réfléchit à une taxe sur ces quelques grosses entreprises comme Total, comme Stellantis, comme LVMH, qui profitent de leurs énormes bénéfices pour racheter leurs propres actions, souvent pour les faire disparaître après, pour les détruire et pour faire monter le cours de l'action, ce qui est bon pour, estime ces entreprises, qui est bon pour l'entreprise et très bon pour les actionnaires, puisque ça fait monter le cours de l'action, beaucoup moins bon pour les salariés, parce que c'est un argent qui ne peut pas être redistribué aux salariés, moins bon aussi pour l'investissement. Le président Macron a un peu tapé du poing sur la table hier là-dessus. Il a dit on va peut-être créer une taxe sur ces énormes sommes, on parle de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards et demi, que ces entreprises que je viens d'évoquer, Total, LVMH notamment, comptent là dans les prochaines semaines utiliser pour racheter leurs propres actions. Donc pas créer du travail ou de la richesse, mais tout simplement faire monter un peu artificiellement le cours de l'action, quoi. Donc ça c'est l'annonce d'hier. Et puis c'est finalement quasiment la seule autre petite annonce après avec celle-ci, recycler une promesse assez polémique de campagne, la dernière campagne présidentielle, visant à demander plus de droits et de devoirs aux bénéficiaires du RSA. Vous allez me dire mais quel rapport avec la retraite ? Mieux les former, les accompagner, les faire revenir à l'emploi, les gens qui sont au RSA, résume le chef de l'État qui semble avoir, mieux que les manifestants, deviné ce qu'ils réclament dans les cortèges. Au fond, c'est toujours nous qui bossons et qui faisons des efforts, il faut entendre ce besoin de justice. Bon, Libération se moque un petit peu, je pense, vous l'avez compris. C'est assez étonnant d'entendre le président Macron dire que voilà, il allait de rappeler cette idée qu'il voulait, au-delà des droits, mettre en place des devoirs pour les bénéficiaires du RSA, et puis en ramener de plus en plus vers l'emploi, sous-entendu, en faire des cotisants pour la réforme des retraites, quoi. Voilà. Bon, vous verrez avec le Figaro et avec l'Opinion tout à l'heure que la plupart des journaux, même plutôt libéraux de droite, estiment que hier, le président Macron n'a pas annoncé grand-chose. Les critiques, elles viennent notamment de la gauche, bien sûr. Libération en parle, socialistes, écologistes, ne sont pas très tendres avec un président, je cite, isolé dans son bunker. Ça, c'est Olivier Faure, le socialiste, qui a dit ces mots. Cette interview est symbolique de l'exercice du pouvoir de Macron, qui pense avoir raison seul contre le reste du monde, déplore la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, Cyrielle Châtelain. Conclusion de l'article de Libé. Il n'a donné aucune date de revoyure aux Français pour des annonces claires, comme s'il espérait que la crise politique et la mobilisation sociale finissent par se tasser ou par pourrir. Je crois que l'analyse de Libé est assez juste, en fait. D'ailleurs, c'est une analyse qui est partagée par beaucoup de journaux ce matin. Le président Macron espère en fait que le mouvement de défiance, sinon de colère contre la réforme des retraites, en fait, va mourir, en fait. Voilà. Et que et lui aussi, va pouvoir passer à autre chose, quoi. Je vous lis un petit peu dans le chat, et puis je vous lis le Parisien aussi.
Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette intervention télévisée du président Macron hier? Dégueulasse à souhait, estime Tempo, cette tentative de créer le clivage entre travailleurs et chômeurs. Il faut rappeler que le RSA, c'est pas une vie tellement misérable comme elle, dit Leluc. On tape encore sur les pauvres, dit encore Erundil. Les mêmes mots de CZLSS dans le chat. Ça tape sur les pauvres, ça veut responsabiliser les plus fragiles. Les sales pauvres, dit encore tout en carton. Le passage sur le RSA était vraiment lunaire hier, dit encore Mimile95. Je descends dans le chat. Monsieur, c'est joliment écrit. C'est Max Alès qui écrit: Monsieur Macron est en cohabitation avec son propre pays. Clémiche l'a écouté manifestement avec attention hier et a trouvé que le président parlait incroyablement bien. Sa réforme n'est pas bonne, mais il est convaincu de ce qu'il dit. Alors ça, c'est une des questions. Le président Macron est-il effectivement persuadé que sa réforme est la bonne et qu'il a raison contre une bonne partie du pays? Et c'est pas impossible. Qu'il soit convaincu, j'entends. Hein. Qu'il soit convaincu, j'entends. Verlioz, à ce propos, écrit: J'ai été profondément choqué par le dédain de Macron hier, qui n'a pas hésité à laisser entendre que les Français ne souhaitaient pas regarder la réalité en face. C'est vrai. C'est un peu ce qu'il dit. Et qu'ils ne voulaient pas assumer leurs responsabilités. Ça me dégoûte, cette infantilisation du peuple. Okay. Mister Hughes fait allusion à l'horaire choisi par le président pour son intervention. Donc vous avez noté que ce n'était pas le journal de 20h, mais c'était le journal de 13h. Certains ont remarqué que c'était peut-être pour parler à un public en particulier. Mister Hughes est écrit dans le chat, il a juste convaincu son électorat qui sont des habitués du JT de 13h. C'est ce que Libération semblait dire aussi à un moment de l'article, à savoir que le président Macron, pour passer à l'après, pour passer au-delà de la tension sur la réforme des retraites, eh bien fait appel peut-être à cette partie des Français qui espèrent, aspirent aujourd'hui ou vont aspirer demain si la grève se poursuit, si les tensions, si les violences se poursuivent et si les poubelles sont toujours pas ramassées dans certains endroits, eh bien ce sont ces Français qui vont aspirer à un retour à l'ordre, au calme. Voilà, en disant, bon bah voilà, c'est voté, pardon, lapsus, c'est adopté, il n'y a pas eu vote, par le 49.3, on passe à autre chose, et puis il faut que les poubelles soient ramassées, quoi. Donc peut-être qu'effectivement le choix de ce journal de 13h, pour parler à cette partie de la population-là, a été un choix souhaité par le président, quoi. On va en parler. Alors ça, on a vu la lecture, le regard de Libération. On prend le Parisien maintenant, qui a un autre regard. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser les regards, justement, des journaux qui n'ont pas tous les mêmes lignes éditoriales là-dessus, notamment sur la manière dont les forces de l'ordre gèrent les manifestations spontanées. Vous verrez que le regard du Parisien et d'un journal comme Le Monde sont vraiment très différents. Boucanier69, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Macron assume tout, bon ça vous avez bien compris, on est d'accord, donc on ne va pas répéter. Lisons une partie de l'éditorial d'Olivier Auguste, qui est le directeur adjoint de la rédaction. Éditorial, on va rappeler, c'est quand un journaliste prend la plume pour donner son avis, hein. C'est une analyse, ce ne sont pas des faits, mais c'est un petit mot qui clignote en disant, attention, là on est dans l'analyse, c'est un regard qui n'engage que le journaliste ou le journal.
Qu'écrit-il, Olivier Auguste? Emmanuel Macron a tenté d'instiller hier une idée. Reculer l'âge de la retraite est au fond l'unique possibilité, incarner à lui seul la voie rationnelle face à des populistes vivant dans un monde fantasmé. Donc il est seul à avoir raison, quoi. Ce discours, associé à celui sur l'ordre républicain, peut ramener, c'est exactement ce qu'on se disait à l'instant, peut ramener à lui une partie du bloc central de l'opinion. Mais, écrit aussi le Parisien, jouer l'évidence risque aussi d'accréditer la thèse du manque d'empathie, du dialogue impossible, de braquer un peu plus les opposants. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Le slogan « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre choix, attribué à Margaret Thatcher, c'est ce qu'elle disait. Margaret Thatcher, elle disait « il n'y a pas d'autre alternative que ma politique ultralibérale », c'est ce qu'elle disait à l'époque. Ce slogan, attribué à Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre, sont été servis pour relever le Royaume-Uni qu'on présentait hier comme l'homme malade de l'Europe, mais ces méthodes avaient fracturé aussi la population britannique, rappelle le Parisien, entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays. Je choisis l'intérêt général, revendique Emmanuel Macron, qui manifestement assume le fait, sans doute, de fracturer l'opinion, la population française, mais au profit d'un intérêt qui lui semble supérieur, qui est l'intérêt de la nation, puisqu'il semble persuadé que cette réforme des retraites, c'est la seule solution possible, quoi. Lisons l'article du Parisien. Je ne reculerai pas, mais je comprends la colère, c'est en substance le message que s'est employé à passer pendant 35 minutes le chef de l'État hier. Emmanuel Macron a assuré avoir mené ce chantier compliqué par esprit de responsabilité, donc le Parisien essaie de comprendre un peu dans quel état d'esprit le chef de l'État. En reprenant les mots du président hier, « Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ?» a-t-il dit. Ce n'est pas un luxe ni un plaisir, a-t-il dit hier, mais une nécessité, le président qui s'est dit prêt à endosser l'impopularité du texte. Est-ce qu'ils sont un léger mea culpa? Le chef de l'État a quand même regretté que les enjeux de la réforme n'aient pas été mieux compris, donc il admet peut-être que ça n'a pas été très très bien compris. C'est pas le premier à dire en fait j'ai raison, c'est juste que je vous ai mal expliqué. Bon, ça c'est quand même un classique en politique, mais il s'est dit prêt à mettre bientôt sur la table, en concertation avec les organisations syndicales, le dossier de l'usure au travail, des fins de carrière. Seule véritable annonce, il n'y en a pas eu beaucoup hier, du président, la création d'une contribution exceptionnelle dont je vous parlais tout à l'heure dans Libération, frappant les entreprises qui affichent des bénéfices tout en rachetant leurs propres actions. Sans surprise, les oppositions ont tiré à boulet rouge. Je vous donne quelques mots prononcés par des responsables de l'opposition, rapportés par le Parisien. Nous avons entendu des propos mécaniques, dilatoires, d'un homme apparemment de plus en plus seul, qui semble avoir perdu tout sens du réel, tout contact avec le monde extérieur. Voilà, ça c'est Marine Le Pen qui a tenu ces propos. Le patron de LR, Éric Ciotti, a regretté des réponses pas à la hauteur. Quant à la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, elle a pointé un Emmanuel Macron hors sol, arrogant, menteur, irresponsable. L'entrée en lice du chef de l'État, qui s'est démontré hyper discret depuis janvier, apaisera-t-elle? Tiens, oui, bonne question, on va peut-être faire un sondage là-dessus. Apaisera-t-elle le débat public ou au contraire mobilisera-t-elle davantage ses adversaires? L'ampleur des manifestations, le climat dans lequel elles se tiendront aujourd'hui vont donner un début de réponse. Voilà. On va se poser cette question d'ailleurs, on va faire un petit sondage là-dessus. Quelle question on pourrait poser pertinente? On sait régulièrement, je vous ai demandé ces dernières semaines, est-ce que vous pensez que même si la réforme était adoptée, elle l'a été par 49.3, est-ce que l'exécutif pouvait malgré tout à un moment reculer sous la pression de la rue? Je pourrais aussi vous demander ce matin si vous pensez que l'intervention du président Macron hier est susceptible d'apaiser les tensions ou pas. Je pourrais vous demander ça. Pour changer un petit peu. Ouais, on va faire ça. Occitanien dit ça. Le discours de Macron a-t-il apaisé? Ok, ça va changer un petit peu. Hop, un petit sondage. L'intervention du président peut-elle apaiser la situation? En gros, est-ce que, comme il espère, est-ce que ça peut faire passer les Français à autre chose, quoi? Apaiser, ça va sûrement pas rentrer, ça c'est beaucoup trop long, monsieur Etienne.
Vous faites des sondages qui sont beaucoup trop longs. Hein. Ça rentre, c'est incroyable. L'intervention du président peut-elle apaiser la situation? Oui. Non. Alors quelqu'un me dit, mais comment ça pourrait apaiser? Je ne sais pas, si vous mettez dans la logique du président, c'est de redire aux Français qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre réforme possible, et qu'il faut le comprendre, et qu'il y a peut-être eu un défaut de pédagogie, qu'il faut passer à autre chose, et que la parole ne doit pas rester, le dernier mot ne doit pas rester à la rue. Je vous prends un petit peu les éléments de langage du président, quoi. L'intervention du président peut-elle apaiser la situation? Oui, non, je ne sais pas. C'est parti, vous avez 2 minutes pour voter. Si vous ne l'avez pas vu, vous votez pas. Quelqu'un me dit, moi si je ne l'ai pas vu, je fais quoi? Dans ce cas, tu dis je ne sais pas ou tu ne votes pas. Vous êtes grand quand même, hein? Enfin. Voilà. Et pendant que le sondage se déroule, je vous lis aussi. J'ai mon ventre qui gargouille, excusez-moi. Max Lalaise, à nouveau, je trouve la conclusion de son interview gonflée. Il finit son intervention sur l'école, sur la santé, l'écologie, alors qu'il est plus qu'inactif sur ces sujets depuis 6 ans. Je sais de quoi je parle. Nous dis-tu, je suis professeur des écoles. Je trouve que son intervention a juste accentué l'animosité du peuple, dit Seika75. Ok. Intéressant. Le résultat du sondage qui est en train de tomber là. Je vais vous le montrer dans un instant. Vous avez entendu le ventre? Désolé. Oui, de Redel, tu peux aller faire pipi. Ne me demande pas l'autorisation. Ok, regardons le sondage qui est en train de se faire sous nos yeux. Est-ce que l'intervention du président peut apaiser la situation? Vous n'êtes que 6% à le penser et 89% à penser le contraire. Le syndicaliste CGT que je recevais ce matin nous disait sur France Info, le président aurait voulu mettre de l'huile sur le feu, aggraver encore la tension, l'extrême tension sociale de notre pays. Il n'aurait pas fait autrement que de se comporter de cette manière ou de prononcer ces mots hier. En fait, vous êtes du même avis en fait, que ce syndicaliste. Voilà. Je ne sais pas, 6%. Voilà. « 89%. Une immense majorité persuadée que ça ne va pas apaiser la situation. L'autre question que je pourrais vous poser, mais que je vous ai déjà posée plusieurs fois, c'est de savoir si vous pensez, peut-être qu'on fera un sondage, mais plus tard. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais c'est intéressant de voir l'évolution. Si vous pensez que l'exécutif peut encore reculer, que l'exécutif peut encore, sous pression des grèves et des manifestations, reculer et retirer, ce qui s'est déjà vu dans l'histoire, c'est arrivé, cette réforme qui pourtant a été adoptée par 49.3, comme vous le savez, quoi. Peut-être qu'on aura l'occasion de poser cette question. Je reprends l'article du Parisien. On en était où? Les critiques de l'opposition. Ok, c'est bon. Tiens, on va parler d'autre chose. On va parler de la gestion de l'ordre. Je vous mets l'article du Parisien. Des manifestations. Alors, sauvage, dit le Parisien. Libération préfère le mot manifestation improvisée. Vous savez que le choix des mots n'est pas innocent. Ces manifestations sauvages, dit le Parisien, qui éprouvent le maintien de l'ordre, vous allez voir que le Parisien se place beaucoup plus du côté des forces de l'ordre, des policiers, que des manifestants. Je remercie Darth Aliot pour le 9e mois d'abonnement, Chachao Val pour cet abonnement, Michael pour le 4e mois, et on continue. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Ce jeudi, donc c'est aujourd'hui, 12 000 policiers et gendarmes vont être à nouveau mobilisés à travers toute la France, dont 5 000 rien que pour Paris. En première ligne sont engagées les unités spécialisées, CRS, compagnie d'intervention et brigades de répression de l'action violente, les fameux Braves M dont on parle beaucoup, dont la version la plus connue circule actuellement à moto par binôme. Vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux, je pense. On a affaire, qui parle
un policier, vous allez voir. On a affaire à un public très jeune qui vient sur une manif comme on fait un after, sans prendre en compte les risques des mouvements de foule ou des jets de projectiles, analyse Laurent, 29 ans, qui appartient à une compagnie d'intervention d'Île-de-France. Pas mal d'entre eux, dit ce policier, sont par ailleurs alcoolisés et donc capables de faire n'importe quoi. La parole au policier dans Le Parisien. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la gestion du désordre, résume David Lebar, qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, donc encore un policier. On n'est pas dans une stratégie classique de manifestation, il n'y a pas d'interlocuteur face à nous, pas de stratégie, seulement des petits groupes très mobiles qui étirent nos dispositifs. Donc on a des policiers qui se plaignent un petit peu. Plus les nuits de violence s'enchaînent, et plus les policiers impliqués admettent d'être à bout. Assez pour perdre en lucidité et se livrer à ces dérapages largement relayés sur les réseaux sociaux, s'interroge Le Parisien. Par nature, dit encore un policier, une charge de police avec gaz lacrymogène, eh bien c'est violent, c'est ce que dit Fred, il a 40 ans, il est officier dans le maintien de l'ordre. Nous avons aussi un problème avec tous ces gens qui nous filment parfois à 30 cm de nos visages. Il y a des journalistes, mais aussi des individus dont on ne sait pas vraiment ce qu'ils cherchent, à part pouvoir capter quelques secondes d'une scène qui fera le buzz, dit ce policier. Cela nous gêne et rend nos manœuvres plus dangereuses et compliquées. Les policiers se plaignent. Quoi que certains en pensent, dit encore cet officier, nous faisons, je cite, très attention à ce que la réponse soit proportionnée. Nous n'utilisons pas les LBD ni les grenades de désencerclement. Selon Gérald Darmanin, la parole toujours au ministère de l'Intérieur, dans Le Parisien, 94 membres des forces de l'ordre ont été blessés depuis jeudi dernier, 300 depuis le début du mouvement. Côté manifestants, combien ? Le Parisien écrit « Aucun bilan fiable n'est disponible. Si on prend du recul, il n'y a pas eu tant de blessés que ça d'un côté comme de l'autre. » Note Fred, le policier qu'on a entendu tout à l'heure, c'est la preuve, dit ce policier, que notre stratégie de maintien de l'ordre n'est pas si mauvaise. Donc on voit que l'article nous donne quand même davantage à entendre la parole policière que des manifestants. La parole quand même dans Le Parisien à la défenseur des droits qui récemment s'est dite préoccupée par les vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les nombreux articles de presse, les nombreux témoignages reçus sur de possibles manquements déontologiques dans le maintien de l'ordre au cours des événements de ces derniers jours. Cette défenseur des droits qui a tenu à rappeler que les contrôles d'identité, par exemple, devaient être encadrés strictement, réalisés dans le respect des libertés individuelles, de même que l'encagement devait être utilisé de manière nécessaire et disproportionnée. Et proportionnée, lapsus intéressant. Dans sa ligne de mire notamment, les NAS, vous savez, du nom de cette pratique qui consiste à encercler des manifestants pour les mettre hors d'état de nuire et dont le Conseil d'État avait strictement resserré la mise en œuvre. La défenseur des droits qui s'est par ailleurs émue d'interpellation préventive de personnes aux abords des manifestations, interpellation préventive, soulignant que cette pratique peut être attentatoire aux libertés et favoriser les tensions. D'un point de vue judiciaire, le bilan de ces opérations semble mitigé, écrit Le Parisien. Ainsi à Paris, selon un bilan communiqué mercredi soir par le parquet, seules 52 personnes ont été poursuivies sur 425 qui avaient été placées en garde à vue lors des 3 premières soirées de manifestations spontanées. Le regard du Parisien, qui est plutôt, vous le voyez, mis à part le passage que je viens de lire sur les inquiétudes de la défenseur des droits, qui donne plutôt la parole aux forces de l'ordre. Voilà. Et maintenant, on va lire un autre regard, qui est celui du journal Le Monde, qui n'est pas le même. Je remercie Yonche pour ce 17e mois d'abonnement, Gandalf Listari, merci mon ami, pour ce 18e mois, Coben 17 pour ce 3e mois, Guy Ben, merci beaucoup pour ce Prime. Allons voir Le Monde maintenant. Tout à la fin. Voilà. Qui s'intéresse à un autre phénomène, qui s'intéresse à toutes ces personnes qui se retrouvaient en garde à vue alors qu'a priori elles n'avaient rien fait, et ça a duré très longtemps. Voilà. Parfois des gens très jeunes, parfois je crois qu'il y a eu 2 lycéens étrangers, et qui se sont retrouvés en garde à vue très longtemps et qui ont été libérés au bout d'un certain temps sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elles. Lisons cet article du Monde, ces interminables gardes à vue de la nuit du 16. Plusieurs personnes interpellées place de la Concorde témoignent, aucune charge n'a été retenue contre elles. Lisons. Je zoome un petit peu. Voilà. Entre le jeudi 16 et le vendredi 17 mars,
des étudiants, mais aussi un jogger, un ingénieur, 2 élèves autrichiens en voyage scolaire, tous interpellés en marge des incidents de la place de la Concorde, ont connu le même sort que près de 300 personnes, c'est-à-dire quoi? Une interminable garde à vue, suivie d'une remise en liberté, sans que la moindre charge soit retenue contre eux. Sans explication surtout, sauf celle admise par plusieurs policiers eux-mêmes, la nécessité de quoi? De faire du chiffre. Au Monde, ces témoins ont fait le récit de cette nuit du 16 et de la journée qui a suivi entre désarroi, colère et sentiment d'injustice, avec humour aussi parce qu'ils sont jeunes et que l'indignation ne dit pas tout d'un épisode absurde et inquiétant, écrit le journal. Charlène, c'est un prénom d'emprunt, elle a souhaité garder l'anonymat, 24 ans, étudiante en Master 2 de sociologie à l'école normale supérieure, avait bien décidé ce jour-là de protester contre la décision du gouvernement, mais sitôt les premiers incidents survenus place de la Concorde en début de soirée, eh bien, elle a décidé de quitter les lieux avec son petit ami pour ne pas se trouver mêlée au grand bazar général, dit-elle. Nassé, bloqué, dans une rue proche de la place, avec près d'une centaine d'autres personnes, ils se sont retrouvés, donc le jeune couple, à s'asseoir, obligés de s'asseoir sur le trottoir. Et si ils ne subissent pas ni insultes ni attitudes particulièrement hostiles des forces de l'ordre, vont longuement patienter avant d'apprendre qu'ils se retrouvent en état d'arrestation. Embarqués par petits groupes dans des fourgons, donc on nous raconte cette nuit-là, ils vont prendre la direction du commissariat du 15e, où fausse de place, ensuite ils sont dispatchés dans d'autres commissariats, celui du 7e par exemple, pour la jeune femme dont on parle. Elle va y passer la nuit, avant d'être auditionnée au matin par un officier de police judiciaire, un OPJ, qui la prévient, ça risque d'être long, et ça l'a été long effectivement, elle a été libérée vendredi soir. Donc elle a été interpellée, c'était quand? C'était jeudi soir, c'est ça? C'est ça. Donc ça nous fait 24 heures. Voilà. Libérée après 24 heures, sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre elle. À quelques mètres, raconte-t-elle encore, un jogger en tenue de sport, donc manifestement lui était parti faire un petit footing, éberlué, s'est vu interdire de quitter le secteur malgré l'intercession d'un policier en sa faveur auprès d'un supérieur, et puis avec d'autres, le jogger s'est retrouvé baladé vers le commissariat du 15e, où l'ambiance a paru passablement désorganisée. Plusieurs témoignages en ce sens. Comme l'a raconté Libération, rapporte encore Le Monde, le sort le plus surréaliste a été réservé à 2 Autrichiens de 15 ans qui étaient en voyage scolaire. Pris eux aussi au petit bonheur des nasses, ils ont pu quitter avant tout le monde quand même le commissariat où ils ont été retenus une nuit entière. Les policiers nous ont joints et nos 2 ressortissants ont pu être libérés, indique sobrement l'ambassade d'Autriche interrogée par Le Monde sans préciser si les collégiens avaient eux aussi été soumis à des prises d'empreintes génétiques. Voilà pour ces interminables gardes à vue de la nuit du 16 rapportées par le journal Le Monde. Christ, merci pour le 14e mois. Merci de ton soutien. Je vous lis là-dessus. Tu pars courir pépère, tu te retrouves en garde à vue. C'est vrai que Chocotube, c'est un petit peu énervant quand même. Alors certains écrivent dans le chat, 24 heures de garde à vue, c'est la procédure, et puis c'est comme ça. Mais Erwin dit 24 heures de garde à vue arbitrairement, ça devrait choquer absolument tout le monde, bon sang. Tikanis, j'ai un collègue à qui c'est arrivé, il a été libéré sans charge non plus, par contre il a perdu une journée de salaire car il devait bosser samedi. J'aimerais savoir les consignes qu'ont reçues nos chers policiers, dit Fran. Je pense que beaucoup de médias aimeraient le savoir aussi. Un pays où tu te fais arrêter sans raison, bizarre l'ambiance ici, dit Yofara, ouais. On rappelle que participer à une manifestation non déclarée est légal, contrairement à ce qu'a déclaré Darmanin, écrit Quiche Lorraine dans le chat. Je vous lis, je suis en train de vous lire. Vous êtes nombreux à avoir une pensée émue pour les 2 lycéens autrichiens là, qui sont retrouvés en garde à vue à 15 ans. C'est vrai que c'est pas très très drôle. Là, je lis encore 1 ou 2 messages et on revient aux Parisiens.
Samuel, si tu fais une micro-sieste quand tu lis les commentaires, cligne des yeux pour confirmer, me dit Yveline. À propos de nos lycéens, il y a Mister Glacon qui est en mode très optimiste qui dit « Pensez aussi que ça leur fait une anecdote mémorable. » Je pense qu'ils sont très passés quand même. J'en pense quoi, moi? Certains me demandent personnellement que j'aimerais pas passer une nuit en garde à vue si je n'ai rien fait. Voilà, c'est un peu naïf et con ce que je dis, mais voilà, je pense que je trouverais ça très énervant. Surtout si ça implique que je rate un stream. Voilà. Oh, les méchants. Mère Poulet qui écrit « Ça risque pas d'arriver, Samuel, pour ça il faut faire des footings. » C'est vrai que j'ai un peu levé le pied sur le sport. Allez, on revient en arrière. On revient aux Parisiens, puisque je voulais aussi vous lire l'article du Monde sur ces gardes à vue. Je reviens avec le Parisien pour faire une petite pause. Parce que parfois, on joue à ce jeu. C'est l'horoscope, c'est parti. Bim, boum, bam. Le premier, la première, ça y est, c'est gagné. À me donner son signe astrologique, c'est toujours les béliers qui gagnent, j'en ai marre. Dans le chat, eh bien, je vous lis votre signe astrologique. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est un jeu débile qu'on a ici. Quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, le premier, la première dans le chat à me donner son signe astrologique correctement orthographié, parce que je suis un peu maniaque, eh bien, on lui lit le signe. Je remonte, je crois que c'est bélier. Mais je vais aussi en choisir un deuxième parce que bélier, je ne sais pas pourquoi les béliers sont très rapides. Occitanien, pour moi, tu as gagné, donc on va lire bélier. Mais on va lire vierge aussi. Voilà, qui est en deuxième position. MMG7F dit non, regarde, révise tes yeux. Regarde, il y a bélier qui était avant vierge. Donc on va lire bélier et vierge, c'est parti. Bélier. Bélier, cœur, vous trouverez toute l'affection que vous cherchez au sein de votre famille. Voilà. Alors, n'allez pas voir ailleurs. Comme ça, vous le savez. Bélier, vous restez en famille, ok? Réussite, agir sur un coup de tête n'est pas la bonne solution. Bon, ça vaut pour tous les signes. Forme, la fatigue vous gagne. Ok. Passons aux vierges. Cœur, votre entourage pourrait chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Ah, c'est drôle. C'est l'inverse. Donc, bélier, c'est 100% famille. Et vierge, méfiez-vous de votre entourage. Alors, si jamais t'es bélier ascendant vierge, du coup, bon. Réussite pour les vierges. Vos avancées professionnelles sont incontestables, mais un peu de modestie serait souhaitable. C'est vrai que les vierges, j'ai remarqué ça. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de modestie dans la manière dont vous vous mettez en avant. Je dis ça, hein. C'est pas vrai, je connais pas de vierge directement. Enfin bref. Forme, bon moral, ça c'est pour les vierges aussi. Voilà, bon, on n'y croit pas, c'est pas très scientifique, mais c'est drôle. Mais non, mais ne vous vexez pas les vierges, je ne connais pas de vierges. Enfin, dans l'entourage proche. Merci David. Oh, il y a l'ami David. C'était super ce que tu as fait, David. Il y a l'ami David Dufresne qu'on a raid notre dernier stream, qui était en pleine couverture de manifs, de manifestations alors improvisées, pour, si on prend les mots du monde, ou sauvages, selon les mots choisis par le Parisien. Et David qui était en train de couvrir ces événements, et c'était super de te suivre. Merci. C'était génial. C'est la magie de Twitch, quoi. C'était génial de te voir couvrir ça, quoi, et de te voir marcher d'une rue à l'autre, d'entrevoir les feux de poubelle au loin. Enfin, on y était, quoi. David Dufresne, Daf pour les intimes, pour ceux qui cherchent sa chaîne. Inoubliable, ça virait à vélo, me dit Nawel Paris. Parce qu'en plus, t'avais un vélo. Ok. Merci David d'être avec nous. On a une petite revue de presse du matin. David, tu t'en doutes bien, avec des unes beaucoup sur l'intervention du président Macron, comme le montre cette une du Figaro, et sur cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Duel à distance entre Macron et les syndicats, titre Le Figaro. On a déjà évoqué dans les articles. Ah, c'est David me dit qu'un viewer en fait est venu me prendre sur son vélo. Oh, j'adore.
J'adore. En tout cas, ça avait l'air super bien. Donc on a vu tout à l'heure que le président Macron jouait un jeu un peu étonnant, un peu paradoxal presque, avec les syndicats, parce que d'un côté, hier, il les a critiqués en disant qu'il n'avait fait aucune contre-proposition. Laurent Berger de la CFDT n'est pas du tout d'accord. Laurent Berger, vous retrouvez ce soir dans Backseat avec Jean Massier. Et dans le même temps, il leur tend la main pour discuter de différents trucs dans quelques semaines. Donc ce duel à distance, c'est peut-être ce qu'évoque le Figaro. Le Figaro, qui est un journal plutôt conservateur, plutôt de droite, vous le savez, qui estime que le chef de l'État hier a fait chou blanc. C'est l'édito que vous voyez ici d'Yves Tréhard qu'on va lire un petit peu. Je remercie Petit Dragon Vert de Rage qui vient d'offrir un abonnement à qui? À David, justement, à David Dufresne. VDMJM, merci pour le 3e mois d'abonnement. Et Sébafil, voici le 18e mois d'abonnement, merci à toi. Chou blanc, donc le Figaro, un journal qui ne cache pas son soutien à cette réforme des retraites. Il y a 2 journaux qui, depuis plusieurs mois, soutiennent assez nettement, il n'y a pas trop de mystère là-dessus, la réforme des retraites, c'est le Figaro et c'est l'Opinion, qui estime comme la majorité, comme l'exécutif, comme le président, que cette réforme elle est nécessaire. Voilà. Et pourtant, le Figaro estime que bien, le chef d'État n'a pas été très convaincant hier. Chou blanc, lisons. Comme il était exclu qu'Emmanuel Macron retire sa réforme des retraites, il ne fallait donc pas attendre grand-chose de son intervention télévisée. Sans surprise, le chef de l'État a été égal à lui-même, écrit Yves Tréhard. Droit dans ses bottes, il reconnaît n'avoir pas réussi à convaincre, mais il n'a pas de regret puisqu'il n'avait pas d'autre choix selon lui que d'allonger l'âge légal de départ à la retraite compte tenu de l'évolution démographique, vous connaissez les arguments. Dans ces conditions, certains penseront qu'il n'a rien dit, ce qui est presque vrai, dit le Figaro, mais qu'il aurait peut-être pu le dire autrement, ce qui n'est pas complètement faux non plus, avec plus d'empathie, moins d'arrogance. Yves Tréhard qui laisse un petit peu entendre ce qu'il pense sur cette histoire. Comment envisage-t-il l'avenir immédiat, le président? C'est à Elisabeth Borne qu'il demande donc de changer de méthode, on va essayer de se projeter un petit peu. Comment compte-t-il rebondir? Comment compte-t-il passer à autre chose? Il compte manifestement sous sa première ministre, à qui il a demandé un changement de méthode, il lui a un petit peu mis la pression, à elle de jouer pour élargir la majorité, cette majorité relative qui est insuffisante, vous le savez, avec des femmes et des hommes de bonne volonté, et de co-construire un agenda parlementaire avec les forces des 2 chambres. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on recommence. Le pouvoir du président Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée absolue, majorité relative. Donc, il est condamné à trouver des majorités de circonstances avec des voix de droite ou de gauche pour faire passer ses réformes, ce qu'il n'a pas réussi à faire sur la réforme des retraites. Donc, on est dans la co-construction, en fait, depuis le début, en fait, de ce quinquennat. Certaines réformes, la réforme sur le pouvoir, certains textes, le texte sur le pouvoir d'achat par exemple, ont été votés de cette manière. Quand le président demande à sa première ministre de co-construire pour trouver des majorités sur tel ou tel texte, en fait c'est déjà ce qu'elle fait, ce qu'elle a tenté de faire depuis le début du quinquennat. Ça a parfois marché. Et puis sur la réforme des retraites, ça n'a pas marché. C'est pour ça que le président est allé au 49-3. Donc rien de nouveau. Finalement, juste mettre un peu la pression sur Elisabeth Borne qui pourrait, dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, servir de fusible, ce qui est un classique sous la 5e, on change le Premier ministre, on change le gouvernement, et on essaie de se redonner un nouvel élan politique. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Comme il est d'ailleurs, écrit le Figaro, permis, regardez, de douter de la longévité de la Première ministre à Matignon, on voit mal comment l'exécutif va pouvoir rapidement rebondir. Le risque d'immobilisme est grand. Déjà, le projet de loi Asile et Immigration de Gérald Darmanin va être détricoté pour être remplacé par on ne sait trop quoi. Donc là, en fait, quand on gratte un peu, on sait. Il y a un projet de loi sur l'immigration qui doit arriver. Là, un nouveau. Il y en a eu tellement ces dernières décennies. Et le constat du chef de l'État, c'est qu'en l'État, il va peut-être pas passer comme ça. Il n'y aura peut-être pas de majorité pour le voter. Parce qu'il y a des choses dans ce texte qui vont fâcher à gauche et des choses dans ce texte qui vont fâcher à droite. L'idée, ce serait de le couper. On en fait 2 petits bouts. Voilà, un peu l'idée. Donc, la partie dans ce projet de loi sur l'immigration qui pourrait séduire les voix de la gauche, ça va être un texte. Et l'idée, ce serait de faire voter ce texte aux députés de la majorité appuyés par les députés de gauche, ok.
Et puis la partie de ce texte sur l'immigration qui pourrait plaire aux députés de droite, eh bien on la met dans un autre texte et on la fait voter par la majorité relative du camp Macron, en plus des voix de droite. ce serait l'idée. Voilà où on en est. C'est un petit peu de la cuisine politique. Je remercie Twitch15 pour ce Prime, Pépin Camille pour l'abonnement offert à Pasquetta. Et les ambitions sur l'école, ça c'est essentiel. Et sur la santé, ça c'est essentiel. Et sur l'écologie, ça c'est essentiel. Une nouvelle fois répété, il en a reparlé hier, ressemble de plus en plus à des mots vides de toute réalité. Et ça c'est le Figaro qui l'écrit. Comme prévu, le président a donc fait chou blanc, écrit Yves Tréhard ce matin dans le Figaro. Comme prévu, entre les opposants et la réforme, l'exécutif, le face-à-face continue. Comme prévu, la porte de sortie, forcément étroite, reste à trouver. Je vous résume l'édito du Figaro. On n'est pas dans la merde. Voilà. Merci Bambou Banga pour le 6e mois d'abonnement. Je vous lis un petit peu. Il s'en fiche de la majorité, estime Riomam. De toute façon, il est parti pour de la marche forcée. De toute façon, ça va saucer de 49.3. Peut-être. Mais quand on voit, ce n'est que mon sentiment, l'irritation croissante des citoyens français quant à l'utilisation de cet article 49.3 qui permet de faire passer une loi, on va rappeler une réforme sans vote du Parlement, qui est un outil constitutionnel, mais qui irrite de plus en plus une population et des citoyens qui manifestement n'ont pas envie d'être ignorés des choix politiques importants dans notre pays, l'utilisation maximale du 49.3 politiquement, c'est super chaud, quoi. C'est pas un suicide politique, mais c'est vraiment très 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 compliqué. D'autant que le 49.3, vous êtes plusieurs à le souligner dans le chat, a une utilisation qui est encadrée depuis quelques années, hein. La loi a évolué à ce propos. Et comme le rappelle, tiens, c'est Néron à l'instant, seulement une loi de financement, pas toutes les lois, le 49.3, voilà, c'est encadré. Donc de toute façon, il ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces. D'ailleurs, c'est pour ça que le véhicule législatif de cette réforme des retraites, c'est un texte de financement de la sécurité sociale, parce que justement, il pouvait utiliser le 49.3 dans ce cas-là. Voilà. Et Modem, merci beaucoup pour le très gentil message et le 2e mois d'abonnement. Donc le Figaro estime que le président a fait chou blanc hier, et La Croix, autre édito, autre regard, pardon, je suis très 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 sur la réforme des retraites et le président Macron ce matin, mais ça me semblait un petit peu essentiel en cette 9e journée de mobilisation contre les retraites. Continuer, puisque c'est l'objectif du président Macron, hein, d'enjamber cette crise, d'enjamber cette colère, et de passer à la suite. Alors d'enjamber, ok, de continuer, mais comment, ça c'est la question. Édito de Jérôme Chapuis, qui est le patron de la rédaction de La Croix. Quelque chose cloche. Le président a critiqué hier une tendance dans notre démocratie à vouloir s'abstraire de la réalité. Il cible ceux qui, parmi ses opposants, contestent sans proposer d'alternative crédible, mais le propos est à double tranchant, écrit La Croix. Emmanuel Macron lui-même s'abstrait du réel quand il fait mine de croire que la page va se tourner d'elle-même, comme si de rien n'était. La situation politique particulière, le climat social ne sont pas moins réels que la contrainte économique qui pèse sur le système de retraite. Il est louable donc d'inviter les Français, les entreprises, les syndicats, les élus à se réengager pour l'école, pour la santé, pour l'écologie. On en parlait à l'instant. Encore faut-il que les conditions de cet engagement soient réunies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela aussi, c'est une réalité, écrit La Croix. Le chef de l'État gage sa bonne foi sur un désintéressement présumé. Ça, on l'a entendu tout à l'heure dans l'article du Parisien. Hein, qu'est-ce qu'il a dit hier ? Je ne cherche pas à être réélu. Ben non, il ne peut pas être réélu. Il ne peut pas faire de 3e mandat, de toute façon. Je ne cherche pas à être réélu. Donc, sous-entendu, je ne fais pas ça pour moi. Hein, je fais ça pour vous. Je fais ça parce que c'est pour votre bien. Hein, c'est la seule réforme qui vaille. Mais en politique, il faut davantage, écrit La Croix, que de l'abnégation pour bâtir des compromis. Il faudra plus que des mesures sur le partage des bénéfices pour calmer la colère des opposants à cette réforme. Emmanuel Macron mise sur l'essoufflement. Passons ensemble à autre chose, hein, c'est assez clair comme stratégie. Pour l'heure, à l'aube d'une nouvelle mobilisation, cela relève d'un vœu pieux. Vous avez les journaux qui sont très différents.
ce matin, hein, qui ont des lignes éditoriales très différentes et qui sont quand même d'accord globalement sur le constat. Il est pas, il est pas. Merci beaucoup pour le raid FRNKL1, pardon. Merci beaucoup pour le raid. Les journaux sont d'accord pour constater que le président Macron n'a sans doute pas convaincu beaucoup de monde hier, et que dans sa volonté de passer à la suite, c'est Franklin. Maintenant je prononce bien, merci Franklin pour le raid. Et que passer à la suite va être a priori moins simple que lui l'espère, quoi. Je vois un débat très intéressant sur le 49.3 qu'on a quasiment au quotidien ici, à savoir que le 49.3, comme Hugo l'écrivait dans le chat, est certes constitutionnel, mais peut être malgré tout aussi considéré comme antidémocratique, en tout cas dans une certaine pratique. Juste un mot là-dessus peut-être. Le 49.3, c'est un article de la Constitution. Donc c'est un des arguments du camp Macron, c'est de dire on est dans un cadre démocratique, puisque la constitution de la 5e est une constitution d'un régime démocratique, le 49.3 est un article de la Constitution, 49 alinéa 3, l'article, et donc on est dans un cadre démocratique, tout va bien. Sauf que, si on revient à l'ambition, l'esprit du constituant de la 5e, le général de Gaulle et ceux qui l'ont aidé à écrire cette constitution, le 49.3, c'était pour surmonter des blocages. Voilà. Pour surmonter des blocages, notamment à l'Assemblée, de groupes parlementaires qui se seraient opposés finalement à la mise en place d'une réforme, d'un texte, d'une loi que souhaiterait le peuple français qui, quelque temps auparavant, aurait élu un président pour ce faire. Sauf que, utiliser le 49.3 pour faire passer donc sans vote du Parlement et faire passer en force un texte alors que les 2/3 des Français se disent opposés à ce texte, on n'est pas dans l'esprit du 49.3 de dépasser un blocage parlementaire. Voilà. Alors effectivement, il y a eu des milliers d'amendements déposés, mais le gouvernement a décidé que la durée du débat serait limitée, c'est l'utilisation de l'article 47.1. Et on n'est pas dans le contexte d'une utilisation du 49.3 pour dépasser un blocage, en fait. On est dans l'utilisation du 49.3 pour imposer une réforme dont la majorité des Français ne veulent pas, quoi. Voilà. Donc c'est légal. La question de savoir est-ce que c'est démocratique. Mon sentiment, c'est que on ne peut pas utiliser le 49.3, on ne devrait pas utiliser le 49.3 pour une réforme qui impacte autant le quotidien des Français, parce qu'on demande juste aux gens de travailler quand même beaucoup plus longtemps, en sachant qu'une majorité de la population y est opposée. Je pense que si on veut flinguer un système politique et la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, entre les électeurs et les élus, c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Je pense que c'était très malhabile politiquement, quoi. Ça n'engage que moi. Ça, c'est pas de l'info, c'est pas de l'actu, c'est juste mon regard là-dessus, quoi. Voilà, comme le dit Indicase, c'est mon opinion, c'est mon ressenti. Évidemment que je peux me tromper, évidemment. L'opinion, qui, comme le Figaro est un journal qui soutient cette réforme des retraites, eh bien, n'est pas convaincue non plus par l'intervention du président hier. Intervention à minima, vous voyez l'édito de Nicolas Bétou ici. Pour la première fois depuis de longues semaines, Emmanuel Macron a donc rompu le silence, mais a-t-il pour autant parlé, se demande le journal, parler d'une phase 2 de son second quinquennat, parler d'une méthode réellement différente de conduire les affaires du pays, parler d'une refondation profonde de la vie gouvernementale. Vous avez compris que l'opinion répond plutôt non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faudra attendre. Il faudra attendre encore quelques semaines, peut-être quelques mois, avant de pouvoir mesurer ce qu'Emmanuel Macron a réellement en tête pour ses 4 années de mandat. Ce n'est en réalité pas très surprenant, écrit Nicolas Bétou, réagir à chaud n'est pas son fort, et se faire dicter la conduite par les événements est la hantise de tout gouvernement, ce qui n'est pas faux. Mais puisque la société de communication exigeait qu'il s'exprimât sans attendre, eh bien il devait s'exposer pour à minima défendre ses positions et mettre de son côté ceux des Français qui s'alarment des violences de la rue, du blocage des grévistes. C'est désormais ce peuple silencieux
et inquiets son meilleur allié. En fait, l'opinion n'est pas du tout choquée que le président Macron n'ait pas dit grand-chose hier, estimant que de toute façon, un président ne doit pas réagir à chaud, sous la pression ici des manifestations, mais que à notre époque de démocratie médiatique, il se devait d'intervenir, même si c'était pour rappeler des choses qu'on savait déjà, quoi. C'est l'analyse de l'opinion ce matin. La une des Échos également là-dessus, et dans un instant on parlera de jeux vidéo. Mais avant de passer par le jeu vidéo, on va parler avec le quotidien Le Monde, de la nécessaire ou pas réforme de nos institutions, ce qui sera un petit peu la conclusion de ce matin. Mais d'abord, je vous lis. Allez, je remonte le chat. Du coup, demande XA, est-ce qu'on peut se demander si la Constitution est adaptée à notre époque et aux défis urgents que nous devons affronter? C'est exactement la question qu'on va évoquer dans l'article du Monde que je vous ai mis ici. Bonjour Samuel, je reviens de la manif de Clermont-Ferrand, autant de monde, sinon plus que la première, me dit président Benson. La 5ème République a presque 65 ans, le monde a tellement changé pendant toutes ces décennies, me dit Yogito. Il est clairement temps de la mettre à jour. Oh, il y a mon petit Solal qui me fait un tour de magie. Excusez-moi, je mets l'alerte enfant. Ça, c'est... Oh, t'as acheté du papier toilette? Oui. Tu m'as fait un tour de magie? Oui. Tour de magie. Tour de magie. T'as acheté... Qu'est-ce que t'as acheté encore d'autre? Quoi? Des bananes? Non. Des fruits? Non. Quoi? De la viande? Non. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Que du papier toilette? Ask Solal, what did he buy with you? Only papier toilette? That's it? Bon, actualité de la maison Étienne, nous avons acheté du papier toilette. Voilà. Solal, 3 ans, c'est le petit dernier. Il n'est pas à l'école encore, il est trop chou. Qu'est-ce que je l'aime celui-là? C'est de la chance, c'est vraiment de la chance. Oui, only papier toilette, parce que je sais pas comment on dit papier toilette en anglais. Comment on dit papier toilette en anglais? On baragouine le franglais à la maison. Quelle épaisseur? Je sais pas. Toilet paper. Oh putain, je devrais savoir ça quand même. Ok, merci. Bande de bilingues. Merci Oz Magnussen pour le prime. Je suis sûr que t'es bilingue, toi. Ok, on oublie le papier toilette et on revient à la Constitution. Je remonte dans le chat pour parler des manifs d'aujourd'hui. Merci pour tous les cœurs que vous avez aimé Solal. Oui, l'alerte enfant, c'est ça en fait, je vous explique. L'alerte enfant, c'est cette petite scène animée que ma graphiste, dessinatrice et streameuse préférée, Pépipin, a fait pour nous. C'est quand les enfants débarquent, pour ne puisse pas voir leur visage, pour protéger un petit peu de leur vie privée, eh bien, je mets cette scène pour les cacher. On les entend, mais on ne les voit pas. Donc le petit en rouge, c'est Solal que vous venez d'entendre. Solal, il vient d'avoir 3 ans. Le petit en jaune, ça n'est pas mon enfant, c'est un Pikachu. Le moyen en bleu, c'est mon aîné Malo qui a 6 ans et qui est en CP. Et le grand avec les cheveux gris, bien c'est moi. Voilà. Et ça reconstitue, si vous faites attention, cette pièce de stream. C'est-à-dire cette pièce où on est, elle est en fait, c'est celle-là en fait. Vous voyez la petite armoire blanche derrière là? Voilà. En fait, c'est cette pièce reconstituée par Pépin. C'est trop mignon. Voilà. Pourquoi vous parlez anglais? Parce que la nounou des enfants parle anglais et ne parle qu'anglais aux enfants, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Comme ça, ils sont sensibilisés dès leur plus jeune âge à une autre langue. Je pense que c'est bien de sensibiliser les enfants aux langues étrangères le plus tôt possible. Donc la nounou ne parle qu'en anglais aux enfants. Et Solal, pour le coup, qui commence un peu à parler, il mélange les deux langues, il baragouine un peu les deux mots, c'est assez mignon, quoi. C'est assez chou. Voilà. Non, en vrai, c'est cool, quoi. Donc, du coup, les enfants parlent mieux anglais que moi, d'ailleurs. Mais c'est très bien. Merci, Nicolas. Merci pour le 8e mois. Alors, prenons un petit peu d'altitude et de hauteur. On fait quand même régulièrement ici le constat que, quelque chose ne va pas dans notre système politique et qu'il y a une crise qui ne date pas du président Macron d'ailleurs, mais qui s'installe et qui augmente et qui se renforce. Crise de confiance, voilà. Éloignement progressif, constant des élus, des électeurs, des citoyens, des politiques, et un taux de participation aux électeurs qui va grandissant, ce qui pose un énorme problème,
parce que nos élus sont élus par de moins en moins de gens, ont donc une légitimité de moins en moins importante, et peuvent voir dès le lendemain de leur élection bien leurs décisions contestées par les Français, puisque de plus en plus de Français peuvent dire mais moi je ne vais pas voter pour toi, moi. Voilà. Donc on est sur un truc qui est très 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 problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas la réponse. Mais certains y réfléchissent, c'est l'objet de cet article dans la dernière édition du Monde. C'est parti. Les retraites et le 49.3 ravivent justement cette fracture démocratique que je viens d'évoquer. Un président de la République isolé, une première ministre affaiblie, une Assemblée nationale survoltée, la rue prise de convulsions, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. La réforme des retraites et l'usage par le gouvernement du 49.3, un outil certes constitutionnel, c'est ce qu'on disait à l'instant, mais vécu comme autoritaire, ont déclenché une crise politique et sociale intense. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Une crise qui ravive les plaies françaises décrites à longueur d'enquête, la défiance vis-à-vis du pouvoir, la déconnexion entre les électeurs et les élus, la sensation d'une brutalité venue du sommet, c'est ce que je vous disais à l'instant. Assistons-nous à une crise politique de grande ampleur, ou plus grave encore, à une crise institutionnelle. Nous sommes face à une crise de régime, car c'est le principe même de la représentation du peuple par des élus, celui hérité de 1789 et sur lequel s'appuient nos institutions, qui est remis en cause. L'idée même du vote s'essouffle. Il ne suffit plus à créer un lien durable. Ça, c'est Dominique Rousseau, professeur de droit public, de droit constitutionnel, qui fait ce constat. Le 49.3 est la traduction institutionnelle de l'adage « ça n'est pas la rue qui gouverne ». Or, depuis plusieurs années, eh bien, il y a une demande des citoyens à être davantage associés, et ça crée quelque chose qui va au-delà de la crise politique. Alors que beaucoup de proches d'Emmanuel Macron pensaient encore cet automne qu'un 49.3 bien expliqué pouvait être vu positivement, comme un dépassement des blocages que j'évoquais tout à l'heure au niveau de l'Assemblée, par exemple, au niveau du Parlement, pour débloquer l'obstruction des oppositions, le 49.3 sur les retraites, au contraire, a semblé souffler sur des braises qui couvent depuis très longtemps. Donc une crise qui vient renforcer une autre. Ce malaise, écrit Le Monde, c'est important, n'est pas né avec Emmanuel Macron. Il remonte à loin avec des épisodes marquants qui ont, ça va vous rappeler des souvenirs les plus anciens, accentué la défiance, comme le tournant de la rigueur des socialistes en 83. Les socialistes élus en 80 avec François Mitterrand avec un programme 83 tournant de la rigueur, incarné notamment par Laurent Fabius, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était ça, Laurent Fabius. Donc, 83, c'était Laurent Fabius? Non, c'est Laurent 84, Fabius. Qui est Premier ministre en 83? Ouais, on est les plus anciens. C'était Mauroy encore, non? C'était Mauroy, hein, non? Moi, j'ai un doute pour Fabius. Quelqu'un d'info précis dans le chat? Non, pas Rocard. C'est Mauroy ou Fabius? C'est Mauroy, hein? C'était encore Mauroy. C'est encore Mauroy? Mauroy, c'est ça. Fabius 84. Bon, merci Christopher. J'avais les bonnes infos en tête. Donc, le tournant de la rigueur des socialistes en 83, donc avec des électeurs qui sont forcément déçus, qui se sentent trahis par rapport aux promesses de 81. La campagne présidentielle de 95 de Jacques Chirac, remportée en promettant de réduire la fracture sociale, en fait non, c'est pas ce qui a suivi. À la place, on a eu le plan Juppé. Ou encore, et ça va vous rappeler peut-être des souvenirs aussi, la ratification par voie parlementaire du traité européen de Lisbonne, 2 ans après que les Français aient répondu non au référendum constitutionnel de 2005. Nous sommes à l'acmé donc d'un phénomène de déconnexion entre les élites politiques et les électeurs, des électeurs qui ont l'impression de plus en plus d'être trahis par leurs élus. Il y a une opposition de plus en plus forte entre la légitimité institutionnelle, celle qui vient notamment des élections, des institutions, et la souveraineté populaire. Ça, c'est Jean Garry, qui est un historien, qui est président du comité d'histoire parlementaire et politique, qui le dit, et qui ajoute « Cela s'est encore accentué », ça n'est pas né avec Macron, mais ça s'est encore accentué, avec l'hyper-présidentialisation de Nicolas Sarkozy et la gouvernance jupitérienne mise en place par Emmanuel Macron. Les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, le deuxième est en cours, ont mis au jour ce schisme dans la démocratie française et ont peut-être aussi accentué ce phénomène, après en avoir profité au moment de l'élection de 2017, en promettant à l'époque de balayer les vieux partis. 2 mandats, et à chaque fois 2 occasions manquées de rénover la Ve République, écrit Le Monde en 2017 et en 2022.
Nous sommes peut-être au point culminant des crises politiques depuis 2017, estime un constitutionnaliste. En 2017, Emmanuel Macron a été élu par surprise, mais il y avait un vent d'espoir autour de ce président jeune, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette atmosphère, sauf qu'il a torpillé les équilibres traditionnels tout en renforçant la verticalité et en retombant dans les travers de l'ancien monde, et ça aussi, ça a créé de la déception. Merci Laurine pour ce 5e mois. Donc crise politique, donc crise institutionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on résout ça? Face à cette crise institutionnelle, écrit Mathieu Gohard dans Le Monde, certains plaident donc pour un changement de constitution. Ah, ce serait formidable ça. Voilà. Et si, comme certains le pensent, et si la source de tous nos maux, ou en tout cas d'une partie de nos maux, ce serait le texte, ce serait la règle du jeu, ce serait la constitution. Il faut essayer de créer une démocratie continue, considère le professeur de droit public qu'on évoquait tout à l'heure, M. Rousseau. Une démocratie continue, M. Rousseau qui plaide pour la mise en place d'assemblées primaires de citoyens, par exemple, dans les circonscriptions. La démocratie ne s'achève plus au soir de l'élection, genre qu'on vote et pendant 5 ans on ne dit plus rien. Hein. On doit pouvoir continuer à donner son avis sur la politique en cours. Il faut inventer donc des processus qui permettent aux citoyens d'être associés et d'intervenir entre deux moments d'élection. Alors qu'Emmanuel Macron a promis une réforme des institutions avant 2027, certains imaginent que ces évolutions peuvent se faire dans le cadre de la Ve République, donc on toiletterait le régime de la Ve, par exemple en facilitant les référendums d'initiative populaire, ou alors en multipliant les conventions citoyennes à toutes les étapes de la fabrique de la loi, puis dans son contrôle. Voilà. Alors certains pensent que de changer la règle du jeu suffira, et puis d'autres, un peu plus pessimistes, disent ouais, mais il y a les institutions, et puis il y a la manière en fait de pratiquer les institutions. J'aimerais tellement qu'il suffise de changer quelques points de la Constitution pour régler ce problème, dit M. Levade, mais la Constitution n'est pas un carcan, elle n'est qu'une partition, et tout dépend parfois de la qualité des musiciens qui la jouent, et ça c'est une pierre dans le jardin du président Macron. Que dit ce spécialiste? Que la Constitution n'est qu'une règle du jeu. Voilà. Et que si le président Macron avait voulu ne pas utiliser le 49.3, il ne l'aurait pas utilisé, quoi. Et si le président Macron voulait être plus à l'écoute des Français et leur donner plus souvent la parole, le président Macron ou sa majorité, il le pourrait. Donc il y a la règle du jeu, il y a la pratique aussi de cette règle du jeu. Donc changer le texte ne suffira peut-être pas, quoi. Encore faut-il avoir des gouvernants qui aspirent justement à cette façon de gouverner qui serait quoi? Moins verticale, plus horizontale, plus participative, voilà. Plus Twitchen, on pourrait dire ça, quoi. Plus comme ce qu'on fait ici, quoi. Et ça n'est pas qu'une question de texte, c'est aussi une question d'hommes et de femmes, quoi. Je vous lis là-dessus. En fait, on va faire un système politique Twitch, quoi. Plus à l'écoute, dit Ronan. Plouf écrit: vous pensez vraiment qu'avec un Le Pen ou un Mélenchon, ce serait pas le bordel? On va voir ce cirque pendant quelques mandats, curieux de voir ce que ça va donner. J'aimerais tellement pouvoir me projeter dans l'avenir et être au lendemain de la présidentielle de 2027 pour savoir ce qui sort des urnes, si tu savais à quel point. Si tu savais à quel point. Et il ne faut pas oublier, dit Cletus Bright, et c'est pertinent, qu'une nouvelle constitution doit rassembler tous les Français, sinon ça risque de finir comme au Chili, où la nouvelle constitution n'est pas la constitution de tous les Chiliens. Il y a Eden Blaster qui a écrit Twitch et la dictature, qui rappelle que le streamer a droit de, non pas de vie et de mort, mais de ban ou de unban sur tous les viewers. C'est vrai que c'est pas non plus un meilleur exemple de démocratie, on est bien d'accord, Hugo, t'as bien raison. Il y a Sikli qui écrit à propos de ma République Twitchienne: est-ce que dans la 6ème République on pourrait utiliser les points de chaîne pour voter, par exemple? Bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Bon, il court ce stream parce qu'en fait j'arrive à la fin de cette revue de presse. Bon, c'est vrai que ce matin j'ai eu beau lire avec attention Libération, Le Parisien, Les Échos, La Croix, L'Opinion, Le Figaro, Le Monde, juste l'équipe que j'ai pas réussi à télécharger. Tiens, j'ai perdu le journal. J'ai eu un bug en téléchargeant l'équipe ce matin parce que assez difficile de trouver les quotidiens aujourd'hui en kiosque. On les avait pas sous forme papier. Hier ce matin à France Info, donc je les ai téléchargés sur ma tablette et j'ai bugué avec l'équipe, donc j'ai pas l'équipe et je m'en excuse. Par contre, je trouve un petit article assez sympa sur le marché des jeux vidéo. On va en parler dans un instant. Et puis demain, j'espère qu'on aura d'autres sujets à évoquer, parce que demain, il y aura une petite revue de presse. Demain matin, une matinée Étienne, avant l'hebdo Étienne de demain soir, avec, je vous le rappelle, Jean Massier, demain soir 20h. Je vous remontre le petit visuel. Où est-ce qu'il est ? Toc. Demain, Jean Massier, qui était au cœur de l'actualité cette semaine, qui a fait un petit peu l'événement quand même avec son live sur la motion de censure qu'il a commenté en direct, ou encore l'interview donnée par le président dont il a acquis les droits et qu'il a streamé hier. Donc Jean Massier sera avec nous pour revenir sur cette semaine complètement folle. L'ami Rivenzi sera avec nous. L'ami Salomé Saké, la journaliste, qui vient de sortir un livre sur la jeunesse française, sera avec nous, et Rémi Buzine, journaliste de Brut, qui est en train de couvrir la nuit et jour les manifestations en ce moment, et elle sera aussi avec nous. Donc ça, c'est vendredi soir. Il y aura une revue de presse demain matin. Hop. Et je pense qu'on aura d'autres sujets que ceux que j'ai évoqués ce matin. Merci Gary pour le Prime, merci Laurine pour le 5e mois d'abonnement. Ouais, avec le live de Jean sur la motion de censure, qui était premier stream monde quand même. Hein. Je pense qu'on était autour des 90K, 90 000 viewers. La bonne nouvelle, c'est que voilà, je suis off de questions pour un champion pendant 3 semaines. Et donc, on va streamer pas mal pendant les 3 semaines qui viennent. Et vous m'avez manqué, je suis très content. T'as vraiment choisi la meilleure photo pour Jean. C'est Jean qui me l'a envoyé. Sachez que les photos des invités, je demande aux invités de me les envoyer. Voilà. Pour qu'ils soient à leur avantage. Donc la photo de Jean que vous voyez, c'est une photo que Jean m'a envoyée. La photo de Rivenzi que vous voyez, c'est une photo que Rive m'a envoyée. Alors Salomé, elle n'a pas été si réactive, donc c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, qui est plutôt sympa. Et Rémi, il était trop pris par les manifs, et donc je suis allé la chercher sur internet aussi. Quelqu'un me dit que Rive déteste cette photo. Je peux vous certifier à 2000% que Rivenzi m'a envoyé cette photo. Donc s'il la déteste, il faut qu'il arrête de me l'envoyer, quoi. Elle est bien, on voit cette photo. Une bonne tête, je trouve. Ça me fait rire d'imaginer que Rive déteste cette photo. Il me l'a envoyée, quoi. Genre le mec totalement paradoxal, quoi. Oh, putain, elle est affreuse cette photo. Je vais l'envoyer à Samuel, il va la mettre sur son visuel, quoi. Oh, les méchants. Par contre, celle de gauche est ratée. Vous êtes dur. Voilà. Quant à la photo de Samuel Etienne, c'est lui-même qui me l'a envoyé, c'est vrai. Bon, et si on parlait un petit peu de jeux vidéo, pour finir sur une petite note un peu, pour changer un petit peu. On fait ça ? Ça vous va un petit peu de jeux vidéo ? Le marché français du jeu vidéo ? Ça vous parle ? C'est parti ? Je trouve ça dans les Échos. Voilà. Sachez que les quotidiens français parlent de plus en plus du monde du jeu vidéo, au-delà de l'aspect économique. C'est vrai que, alors pour le coup, dans les Échos, le journal économique, c'est plutôt effectivement cet aspect-là, l'aspect éco-commercial financier qui intéresse le plus les Échos. Mais le Figaro est un journal qui parle aussi beaucoup des jeux vidéo. C'est parti avec ce constat donc des Échos dans le cahier entreprise et marché. Ça peut paraître un petit peu sec comme ça, mais c'est un journal qui est passionnant à lire. Constate que le marché français du jeu vidéo repart de l'avant en 2023, ce qui permet de parler de certains jeux. Vous allez me dire d'ailleurs si vous les aimez, si vous les appréciez, ces jeux qui sont un petit peu les best-sellers du moment. Je zoome un petit peu et c'est parti. Une légère décélération l'an dernier, avant une grosse reprise de gaz lors de l'exercice 2023. Une chose est sûre, depuis le début de l'année, le marché français du jeu vidéo a repris de l'allant. L'activité est forte, la croissance se monte à 2 chiffres sur la période, souligne Julie Chalmette, la présidente du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le CEL. D'ailleurs, je dois déjeuner dans pas longtemps avec un
responsable de ce syndicat-là, des éditeurs de jeux vidéo. Le début d'année a notamment été marqué par le démarrage en trombe du titre Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, un jeu dont on a parlé ici, notamment pour la polémique qu'il a entouré au tout début. C'est un jeu qui s'est très 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 bien vendu. Dynamique haussière qui devrait être aussi alimentée par la sortie d'autres productions XXL lors des prochains mois, annoncé ici par les Échos, Star Wars Jedi Survivor, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, waouh, le Diablo 4 ou encore Starfield. Voilà, des blockbusters qui arrivent. En attendant, le secteur s'est contracté de 1,6% sur un an, donc une petite décrue du marché du jeu vidéo français l'an dernier, mais demeure en hausse de 11% sur 3 ans. En 2009, le marché avait lourdement reculé de 13%. Là, bien sûr, c'était la crise économique. L'an dernier, l'activité a été pénalisée par des problèmes de pénurie. Je pense que vous êtes au courant. Des difficultés d'approvisionnement qui ont concerné au premier plan la PlayStation 5 et la Xbox Series. Lors du dernier exercice, le segment des consoles, comprenant les ventes de jeux, de consoles et d'accessoires, a donc reculé de 6,6%. Marche arrière due en grande partie aux ventes de hardware, donc de consoles, qui ont reculé de 19% sur la période, alors que les ventes de jeux étaient stables. Donc manifestement, il y a eu un problème d'accès en fait, et d'approvisionnement des consoles, notamment PlayStation 5 et Xbox Series. Dans le détail, le dernier volet de la franchise FIFA trust encore et toujours la première place sur l'ensemble des consoles avec plus de 1,7 million d'unités vendues l'an passé. 1,7 million du jeu FIFA vendu l'an dernier, qui devance en valeur le 19e opus de Call of Duty, Legend Pokémon Arceus, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Mario Kart 8 Deluxe et Elden Ring. Voilà, de petits classements. Ça, c'est pour les jeux sur console. Donc avec globalement, en raison du problème d'approvisionnement de consoles, un affaiblissement du marché. À l'inverse, le pan du marché PC, lui, a enregistré une 3e année consécutive de hausse avec une croissance à 5,8%. Un dynamisme d'un écosystème dû à l'exceptionnelle performance des jeux, avec des ventes de jeux sur PC qui ont été en croissance de 40% en 2022, ce qui est énorme, quoi. Ce qui est énorme. Commentaire sur ces chiffres? Ouais, c'est nous, dit Beben Baby. Pas beaucoup de jeux français cités ici, me disent plusieurs personnes dans le chat. Manifestement, on parle que des blockbusters, donc j'en déduis qu'il n'y a pas de jeux français dans ses meilleures ventes, c'est ça? Ce sont les ventes de jeux en France, hein, mais pas forcément les jeux français. C'est le marché français du jeu vidéo, ce sont les jeux vidéo, les consoles que les gens achètent en France. Mais on ne parle pas du marché ici des jeux français. Peut-être que certains ont fait la confusion, quoi. Les scores de Mario Kart 8 de Nintendo en général, me dit Lucien, sont hallucinants. Sefre rappelle la mauvaise situation d'Ubisoft en ce moment. Voilà. Donc l'ours amer résume pour ceux qui n'auraient pas saisi, on parle bien du marché français du jeu vidéo et pas du marché du jeu vidéo français, ce qui n'est pas la même chose. Merci Clems pour le 18e mois d'abonnement. Ton gentil message me va droit au cœur. Est-ce que tu joueras à des jeux PS5, Box, Xbox pour ta nouvelle émission gaming à la rentrée? Mystics, effectivement, j'adorerais créer une émission de gaming à la rentrée. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre du temps dont je dispose à l'Assemblée, à la rentrée, ça va dépendre de savoir si l'idée que j'ai dans ma petite tête est pertinente ou pas, comment vous allez l'accueillir. J'ai très très envie de faire créer une petite émission de découverte du jeu vidéo à la rentrée sur Twitch, en confrontant le vieux bonhomme que je suis à cet univers que je trouve passionnant. Mais je ne sais pas si j'en aurai le temps en fait. Voilà, ça dépend de... J'ai comme souvent plein d'envies et de projets. Il va falloir que j'arbitre entre tout ça, quoi. Voilà. Alors, pardon pour le lapsus, mais effectivement, je parlais pas de l'Assemblée, mais je parlais bien de la rentrée.
Voilà. Je ne compte pas me présenter aux législatives. Merguez Junior qui crie « Repose-toi Samuel par pitié ». Bon, on sera juste après l'été, je serai super reposé quoi. Voilà. J'aimerais bien. Voilà. Mais ça va dépendre des arbitrages que je fais entre mes différents projets sur Twitch et mes différents projets entre Twitch et la télé aussi. Voilà, parce que ça reste aussi mon métier. Donc, est-ce que je lâche des choses? Est-ce que j'arrête des choses? Est-ce que je commence de nouvelles choses? Est-ce que j'arrête des choses en télé? Est-ce que je commence de nouvelles choses en télé? Est-ce que je prends du temps de la télé pour faire plus de streams? Est-ce que est-ce que j'oriente différemment le temps que je passe sur Twitch? J'avoue que c'est très compliqué. Parce que tout est bien en fait. Tout est bien. Tout est bien en fait. J'ai envie de tout faire. Mais les journées ne font que 24 heures et c'est là où c'est très très mal fait quoi. Voilà. Donc voilà. Mais comme le dit Kekere, c'est un petit peu les soucis de riche ça. Kekere qui écrit c'est sympa d'avoir ce genre de dilemme. J'avoue. C'est plutôt agréable d'avoir ce genre de soucis. Mais j'avoue que j'ai du mal à trancher. Parce que tout me plaît. Et j'adorerais que les journées fassent 48 ou 72 heures, ce serait top quoi. Gaijin 101, merci pour le 7e mois d'abonnement, c'est adorable. Voilà. La vie a été mal dev, seulement 24 heures, bordel. Exactement, c'est exactement ça quoi. Exactement ça. On s'est fait un stream très très court ce matin, à peine 2 heures là. Pile poil 2 heures, là maintenant, tout de suite. On fera plus long demain. J'ai réussi en ce jour de grève et de manifestation à Paris à me caler 6000 rendez-vous aujourd'hui, notamment justement pour préparer nos prochains projets sur Twitch. Donc là j'enchaîne sur un rendez-vous à la mi-journée, j'en ai un autre cet après-midi, j'en ai une autre en fin d'après-midi. Voilà, j'espère tout simplement que je vais réussir à les rejoindre. C'est pas sûr, peut-être que je vais passer mon temps dans les transports en commun ou dans les taxis, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai prévu de faire plein de choses cet après-midi. Je vous raconterai ça peut-être demain. On se retrouve demain matin, je sais pas, 8h30, 9h, pour une petite revue de presse pour la matinée Étienne. On se retrouve demain soir 20h avec cette line-up de fous. Regardez comme ils sont beaux. Pour l'hebdo Étienne numéro, je crois qu'on est à la 25, je crois. Avec Jean Massier, avec Rivenzi, avec Salomé Saké, avec Rémi Buzine, pour parler de la réforme des retraites, pour parler du 49.3, pour parler de l'intervention du président, pour parler de la question de la gestion policière des manifestations, pour parler d'écologie, du GIEC avec Salomé, pour parler de la jeunesse française aussi, avec tous nos invités, pour parler peut-être de sport si je trouve le temps, avec Rive. On va se régaler. Rendez-vous demain soir, 20h. Voilà, merci d'être là, de nos échanges. Et on remet ça demain matin. On n'en a pas tout à fait terminé puisqu'on va faire un petit raid maintenant. J'ai déjà eu des propositions dans le chat. Faites-moi des propositions maintenant de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, des gens qui n'ont peut-être pas encore de grosses communautés, de gros publics, et on va leur donner un petit coup de main puisqu'on va tous aller les visiter. Je vous mets une pause de 2 minutes chrono, pas une seconde de plus. Allez, 2 secondes de musique pour les abonnés, 2 secondes de pub pour ceux qui ne le sont pas, et on raid tous ensemble, c'est toujours des moments sympas, vers une autre chaîne dans 2 minutes chrono. A tout de suite, bande de belles personnes.